Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc, nous sommes aux têtes de course, le Bike & Coffee de l'avenue Violier à Nyon, notre rendez-vous du lundi, vous l'avez vu, vous avez vu messieurs, on a un nouveau logo, on a une nouvelle photo, ouais. Vous me plaisez bien comme ça, ok. Pour me tourner le dos, c'est ça, voilà, c'est ça, il faisait chaud. C'est dangereux, hein. Il faisait chaud, hein, il faisait très chaud, ah oui, alors là, puis alors j'avais en fait le maillot de Stricker, l'arbitre sur moi, je peux vous dire qu'il n'est pas bien gros. Ou alors c'est moi qui suis vraiment trop gros, ce qui est sans doute le plus probable. Mais c'était pas évident de poser dans le maillot de Stricker. Vous par contre dans le costard d'entraîneur, vous le portez magnifiquement bien. La veste pour aller à l'intérieur de la rink en plein soleil, fallait pas que ça dure trop longtemps. Ouais. Et puis ça nous fait plaisir, on a vu la gueule cette fois-ci de Christian Ponty. Bonsoir Christian. Bonsoir, j'ai pas eu le temps de me coiffer mais je vais faire avec. Ouais, bon on a pris aussi ce qu'on a trouvé comme photo, on en fera d'autres. Hein. Ouais. Bah, là aussi il faisait chaud, il faisait beau, c'est une photo qui vient de la vallée de Joux. Vous vous en souvenez, hein, il faisait beau et chaud. Bien. Et ça sentait bon la fondue. Voilà, maintenant on a fini de se caresser dans le sens du poil, on va rentrer immédiatement dans des choses sérieuses. Et on va avoir nos rubriques habituelles aujourd'hui. Allez vite fait, hein, plus ou moins dans l'ordre, notre casque d'or, notre casque de plomb. Ensuite on vous proposera chacun notre équipe du mois de septembre, que vous pourrez retrouver bien entendu le line-up du mois de septembre. C'est pas si évident que ça, hein, pour les entraîneurs, les doigts dans le nez, mais pour un journaliste, il faut quand même bien réfléchir, parce qu'il y a des noms qui viennent tout de suite comme ça à première vue, et puis tout à coup vous dites oui mais j'ai 3 ailiers droits dans mon équipe, c'est plus embêtant. C'est aussi à la perception un petit peu de ce que tu aimes dans le jeu, donc des fois tu peux être influencé aussi par ça. Et c'est subjectif, hein. C'est subjectif. Absolument, enfin bref, c'est subjectif et on le répétera encore parce que c'est amusant. Évidemment que chaque fois qu'on donne un avis sur un joueur, et c'est encore arrivé la semaine passée avec vos choix, avec Christophe Berthier et compagnie, eh bien on a reçu quelques critiques qu'on peut comprendre, et puis en même temps... C'était pas un supporter de Gauthieron apparemment. Il vient de Charmey. Ah ouais, c'est un fribourgois. Ah ouais, c'est étonnant. C'est peut-être un immigré, je sais pas. Ouais. Meilleur buteur du championnat. À vos doigts de Charmey. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un des premiers joueurs que je vais évoquer aujourd'hui. Et puis ensuite, il y aura les questions et puis on parlera bien entendu de nos 5 romans. De nos romans. Et puis nous terminerons avec l'annonce d'une nouvelle émission sur Planète Hockey, la radio à partir de mercredi. Alors messieurs, on va commencer avec le casque d'or. Et qui a envie de commencer ? Je peux commencer parce que je pense que vous n'avez pas le même. Vas-y Lolo. Moi je vais commencer avec... je reprends votre casque d'or de la semaine dernière. Les Getseka Lions de Zurich. Partenaire terme de Zurich Lions. Premier au classement en Swiss League avec 6 victoires en 6 matchs. 25 goals marqués, 11 goals encaissés. Mais on parle beaucoup d'une équipe jeune et du manque d'expérience. Et en fait j'ai fait un peu des recherches. Et puis finalement on s'aperçoit que l'effectif de Zurich en National League est tellement pléthorique qu'il y a des joueurs qui descendent. Et là, finalement, il y a 8 joueurs qui ont joué en National League. Victor Bachmann, l'étranger, Sopa, Barhoffner, Trog, Léon, Blazer, Zomboul, le gardien, Unstinkov, le défenseur, et Guébet. Autant de joueurs qui auraient aujourd'hui une place de titulaire à Langnau, à Joie, largement. Mais ça représente pratiquement 1200 matchs de National League. Ouais. Donc c'est beaucoup d'expérience, mais par contre... Mais il y a de la jeunesse quand même derrière. Il y a de la jeunesse, beaucoup de 2003, beaucoup de 2004, et surtout, il y a des clubs qui ont fait des pas en arrière comme Zug, en disant que dans la formation, de perdre tout le temps, c'est pas une bonne chose. Là, ils ont réussi à faire les deux, faire de la formation et puis avoir des résultats. Et ils sont brillamment premiers en Swiss League, donc félicitations et casque d'or pour les en Swiss League et en National League, puis c'est la même organisation. Donc c'est vrai que c'est très solide. Mais il y a un lien.
Il y a vraiment un lien entre les deux parce que les chaises musicales font que l'équipe en Swiss League est très très solide aussi. Puis on va quand même, si vous me permettez, Christian, avant de vous laisser la parole, on va quand même féliciter aussi Giesecke pour sa brillante qualification pour les 8e de finale de Coupe de Suisse, parce que battre la Chaux-de-Fonds 5-0, il faut le faire. Certes, la Chaux-de-Fonds a d'emblée fait sentir que c'était pas trop sa tasse de thé cette année et contestait déjà le fait de jouer entre deux équipes de Swiss League au premier tour. On peut comprendre, ça c'est vrai. Mais enfin bon, Giesecke a mis 5-0 à la Chaux-de-Fonds quand même. Ah ouais, ça tourne vraiment bien. Ouais. Bon, déjà, historiquement, Getse, c'est le vrai farm team d'une équipe depuis toujours, et quelque part, ça porte ses fruits. Et puis l'autre chose, c'est qu'on dit souvent qu'on reconnaît la profondeur d'un effectif en regardant le 4e, voire le 5e bloc. Et ben, le 5e, le 6e et le 7e bloc, ils sont premiers de Swiss League. Donc, ils ont tout juste. Et quand tu gagnes, tu as toujours juste, mais là, tu gagnes 2 fois. Donc bien sûr, comme on dit, maintenant tout s'aligne, mais n'empêche que c'est pas le fruit du hasard et c'est venu. Ils ont mis ça en place depuis un certain temps. C'est pour ça que moi je donne aussi du crédit à Lugano et à Ambry, enfin à Bellinzone, les ex-Rockets, enfin qui essaient de faire finalement la même chose. Donc moi, si ça prend valeur d'exemple pour les autres équipes, je trouve ça très bien. Ouais. Voilà. Bien, votre casque d'or, Christian. Alors moi, mon casque d'or, il est dans l'actualité pure. Il vient à Simon Lecoultre, qui a eu la bonne idée de marquer pour Genève quand son équipe était en plein trouble. Et il m'a beaucoup fait penser à l'énergie qu'il avait quand il est revenu pendant les playoffs. Et dans une équipe qui va pas bien, moi je trouve qu'il y a 2 joueurs qui essayent de sortir la tête de l'eau, c'est Noah Rod et Simon Lecoultre. Donc pas forcément les étrangers d'ailleurs. Et ce goal, il est très important hier parce qu'il fait que Genève revient avec un point, et en ce moment, même un point, c'est important pour Genève. Simon Lecoultre, il a lâché une petite phrase qui fait mal, hein. Il a dit maintenant tout le monde travaille. Bah ouais, mais ça c'est dans le contexte, je pense pas que parce qu'il travaille beaucoup depuis le début de saison. Ouais. Moi j'ai parlé avec des joueurs, ils travaillent énormément, les entraînements sont assez difficiles, hein. C'est tout le temps à fond avec Yann Cadieux. Après, pour répondre à Christian, il met ce goal là, mais à côté de ça, moi je trouve qu'il c'est compliqué. Il fait beaucoup de grosses erreurs. On a commenté le match hier. Il fait beaucoup de grosses erreurs dans la relance, mais c'est pas le seul. Hein. Il manque, tout le monde a fait. Il manque un patron derrière. Et puis on voit le mental, c'est tellement important dans le hockey qu'on voit que les gars sont en grande. Les gars sont en grande difficulté au niveau du mental. Et puis techniquement, mais on y reviendra après. C'est compliqué. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais simplement déjà dans le body language quand il marque, il donne de l'énergie et ça c'est très important. De la fraîcheur. Mais il fait plein d'erreurs. Et puis c'est clair qu'ils sont orphelins de Lindström en ce moment. Il manque quelque chose. Vatanen est vraiment pas bien défensivement. Donc il est que offensif. Donc du coup, tu as des gars qui sont en grande difficulté comme Jacquemet, Morer. C'est ça. Donc ça amène une défensive Volmin qui a beaucoup de temps de jeu. Alors j'allais dire, moi j'ai dit quand tu vois le temps de jeu de Volmin, tu te dis que la défense de Genève elle va pas très fort parce que c'est un gars qui avait des 10 minutes, 8 minutes l'année passée et il est presque à 20 là. Donc, tout est dit. Ouais. Bien, mon casque d'or à moi aujourd'hui, je vais l'attribuer à quelqu'un qui a été décrié il n'y a pas très longtemps par un supporter de Fribourg-Gotteron, c'est Christophe Verchi. Mais on en reparlera encore sans doute également. Vous allez recevoir un courrier. Oui, mais attention, on va encore aller plus loin aujourd'hui quand on parlera du line-up du mois. Non, moi j'ai envie de parler de Christophe Verchi parce que c'est vrai que depuis le début, alors c'est vrai que je donne déjà quelques éléments qui me permettent de le placer, je le dis déjà maintenant, dans mon line-up du mois, mais c'est vrai qu'il a été buteur sur 6 des 9 matchs de Fribourg-Gotteron. C'est vrai qu'il a marqué 4 buts sur les 3 derniers matchs, donc il a marqué 4 buts cette semaine. Décisif. Dont 3 game-winning goals. Et voilà, je pense que ce gars-là est en train de... C'est un des Suisses majeurs, si ce n'est le Suisse majeur à l'heure actuelle. Et je voulais simplement mettre encore une fois en évidence Christophe Verchi qui fait un début de saison absolument flamboyant. Voilà. Complètement d'accord. Casque d'or. On va passer au casque de plomb et on continue dans le même ordre. Allons-y. Okay. Alors moi je vais partir aux 5296 spectateurs qu'il y avait contre Zurich. Et surtout mon casque de plomb va aux absents jeudi soir à la Vaudoise Arena. En fait c'est une belle affiche dans cette soirée. C'est la seule affiche de la soirée avec la meilleure équipe du moment avec Lausanne qui fait un gros début de saison. Le LHC fait dans un match au sommet, cela donnait froid de voir autant de places vides avec une capacité de 9600 places.
Le plus grave, c'est la gestion économique, en fait. Moi, ce que j'aimerais où on avance, c'est qu'on a fait des grosses erreurs et on a mis Svoboda en avant, mais là, il faut que les gens ils viennent à la patinoire. L'équipe, elle marche bien, il n'y a plus de soucis, on n'est plus dans les médias, dans les faits divers, etc. Et là, c'est un match où tu peux voir une équipe de Lausanne qui a changé, avec des nouveaux joueurs, Zurich qui joue très très bien, et finalement, tu te retrouves avec 5296 spectateurs. Moi, j'étais vraiment déçu, et quand on regardait le match à la télévision, on voyait tous les places noires, les places vides là. C'était vraiment pas agréable à voir ce genre de choses. Et puis il faut absolument que le stade se remplisse, parce que le propriétaire met beaucoup d'argent, on le sait, mais il y a une grosse masse salariale. Mais à un moment donné, il faut aussi faire du business, et que tout le catering, tout ce qui est merchandising, plus les places, il faut que la patinoire se remplisse. Et puis là, le jeu proposé et les résultats. Le jeu proposé, on y viendra après, mais mathématiquement, les résultats sont en train de suivre. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y a plus le Covid, il n'y a plus Svoboda. Là, maintenant, il faut que les gens ils viennent à la patinoire. Mais on sait que dans le cadre de l'engouement populaire, quand vous faites un pas en retrait, il est toujours très difficile ensuite de rattraper. Il faut beaucoup plus de temps pour regagner la confiance des gens que pour la perdre. Oui, mais avec la taille du canton, mettre 9600 places dans une patinoire, c'est pas compliqué, moi je pense. Et ensuite, quand on voit un petit peu les taux de remplissage, ils sont 13e de la Ligue avec 63,02, et celui qui a le moins de taux de remplissage, c'est Davos. C'est le Lausanne Hockey Club, avec l'immense canton qu'est le canton de Vaud, avec la popularité qu'a ce club et les résultats actuels. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut Mais je vais vous dire qu'il y a aussi le Lausanne Sport, le Stade Lausanne, oui, bien sûr. Yverdon. Mais Philippe, ça c'est pas une excuse. En Ligue B, ils avaient des fois plus de Philippe, le hockey c'est une religion dans le canton de Vaud, et là maintenant il faut faire un peu plus. Peut-être il y a eu beaucoup d'efforts faits au niveau marketing, ce qu'expliquait Chris Wolf. J'ai écouté l'émission là qu'il a avec Lausanne Sport. Ouais, exactement. Ils ont expliqué un petit peu leur concept, mais avec les playoffs intégrés dans le prix de l'abonnement. Mais maintenant, il faut pousser. Il faut peut-être qu'il y ait des gens qui allent avec leur bâton de pèlerin, et qu'il y ait des gens qui viennent à la patinoire, parce que là, ça peut changer aussi les résultats de l'équipe. Ouais. Si vraiment c'est plein, ça peut t'impressionner. Quand vous jouez à Berne et que c'est plein, ça change quand tu arrives sur la glace. C'est clair. Donc, et en plus, Lausanne mérite vraiment un soutien populaire, parce que l'équipe, elle est vraiment... c'est sympa ce qui se passe actuellement. Ouais, exactement. Très sympa. Je pense que c'est quand même aussi les années... plusieurs années où les gens étaient désenchantés, et le problème c'est que maintenant tu appuies sur le bouton et ça répond pas tout de suite. Ouais, mais Christian, ce fameux temps de latence entre la perte et le gain à nouveau de ce qui a été perdu. C'est un bilan sur ce qui a été fait à un moment donné qui a fait du mal. C'est ça que je veux dire. Justement, c'est pour ça qu'il faut arrêter d'en parler maintenant, parce que ça sera toujours la bonne excuse. C'est ça. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. C'est ça. Et regarder vers l'avant, c'est faire l'effort d'aller à la patinoire. Il y a tout qui a été restructuré. Il y a une équipe qui a des résultats au niveau comptable. Beaucoup mieux. Donc, c'est clair. 5200 personnes contre Zurich, non. Ouais, c'est une belle affiche en plus. Surtout que c'est la seule affiche, et en plus c'est un jeudi, ce qui fait que n'y a pas les matchs du samedi du foot et tous les concurrents. C'est Zurich. On va peut-être aussi regarder ça. Zurich très fort, peut-être trop fort, et finalement les gens se disent autant aller voir un match contre Fribourg qu'on peut peut-être gagner, ou contre Genève que Zurich, où de toute façon on va bien jouer mais on va perdre. Sur le contenu, ça s'est joué à des petits détails. Ils étaient dedans, c'est clair. Écoutez, moi j'essaie de défendre l'opinion lausannoise. Bref, ok, merci pour donc ce casque de plomb. Le vôtre, Christian Ponty. Alors moi, ça me fait un peu mal au cœur, mais moi c'est pour Fribourg-Gotteron qui n'a pas cru en David Avicher. Et quand on voit... Alors évidemment, on est toujours plus intelligent après qu'avant, mais... Ça va te coûter plus cher après. C'est pas grave, je l'assume. Non, mais je te parle, si Fribourg l'engage. Ah ouais, non, mais justement... Non, mais apparemment pas. Non, mais justement. Ou alors Sennhauser est un bon menteur. Non, mais ou un bon directeur sportif. Mais moi, je pense comme Dominique Kelly, c'est un bon menteur. Je pense que c'est pas ça. En fait, je pense que David Avicher, pour l'instant, il n'a pas envie de revenir à Fribourg, tout simplement, parce que voilà... C'est trop tôt pour boucler la boucle. Voilà, et puis c'est un petit peu aussi... le miracle rapide, faut le dire, parce que c'est pas le premier roman qui explose. Qui performe. Mais là, il est vraiment très bon. Et c'est vrai que voilà, quand on sait qu'un joueur a un certain potentiel, et puis que c'est un jeune du club, et puis quand il l'exploite ailleurs, ça fait un peu mal au cœur, mal au bide. Donc, comme j'ai dit, on est toujours plus intelligent après qu'avant, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu vois le résultat actuel, tu as l'état de forme d'un David Abicher dans un rapide moyen finalement.
c'est remarquable. Mais tu dis qu'il était... Mais on peut dire la même chose avec le gardien, comment il s'appelle, qui est parti à Zurich, j'ai un blanc maintenant. Weber. Weber, ouais. Non, mais d'accord, Christian, mais pourquoi il ne pourrait pas revenir à Fribourg? Parce que Bertschy l'a fait, puis ça se passe bien. Ouais, mais je pense que lui, il a été refroidi avec ce qui s'est passé à Fribourg. C'est la réponse pour moi. Disons qu'il a joué une saison complète, 31 matchs, je crois, et on ne lui a pas vraiment donné sa chance. Et c'est pour ça qu'il est parti. Mais il avait un profil offensif, et c'est vrai qu'il y en avait déjà. Mais justement, il arrive un moment où... Est-ce qu'il était à ce niveau-là à l'époque? Non, il n'avait pas ce niveau-là. Mais justement... Il l'a pourquoi? Parce qu'on lui a donné ce qu'il avait besoin, du temps de jeu. Ouais, et puis bon, il est parti au Canada aussi. Et mais puis, bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais après, on a un cas similaire pour moi avec Lausanne et Sidler. Sidler, si à un moment donné, il n'a pas le temps de jeu qu'il veut, peut-être qu'il va aller à Ambry ou je sais pas où, et peut-être qu'il va exploser. J'espère qu'un gars comme Sidler, c'est un exemple. Oui. Où on va lui donner ce qu'il a besoin, c'est-à-dire du temps de jeu. Alors quand on a lâché l'info, donc c'est parce que c'est Gerd Sennheiser, donc dans un podcast qui a fait part de contacts qu'il a eu avec l'agent de David Ebicher, et Sennheiser a eu le sentiment effectivement que Ebicher n'avait pas envie de revenir à Fribourg et d'ailleurs il devait quand même être au courant de Sennheiser, ou alors c'est vraiment un très gros menteur. Mais on sait également que dans le milieu, plus on ment, meilleur on est parfois. Dominique Elie dit la même chose du côté de Lugano, mais quand on parle d'un contrat de 5 ans, 5 ans, il n'y a qu'une grosse organisation qui peut offrir ça, non? Mais c'est toujours la même chose, 5 ans, si tu signes à Zurich puis que tu joues pas après... Allez-y, faites-moi rêver. Une grosse organisation. Une grosse organisation, moi je sais pas, parlons de Genève, quoique à Genève on dit que le budget n'est pas toujours aussi énorme qu'on veut bien croire. Alors il y a Zurich, bon évidemment Lugano semblait être une destination, mais apparemment à Lugano on réfute toute idée. Qui donne des longs contrats? Ouais, il y a Berne. Oui, mais bien sûr. Philippe. Je pense qu'à cet âge-là, maintenant, il va aller... Il a 23 ans. Il va jouer. Il a besoin de jouer avec des responsabilités. Avec un rôle. Vous avez envie de vous engager pour... Bon, alors Berne fait un bon début de championnat. Mais on sait que c'est un petit peu Hollywood aussi, Berne. Est-ce que vous avez envie, alors que vous avez 23 ans, de prendre le risque de vous retrouver dans une spirale comme il y a eu à Berne ces 2-3 dernières saisons? Ça dépend ce qu'on lui a dit. Ouais. Ça dépend du projet, ça dépend des joueurs, ça dépend du rôle qu'on va te donner, ça dépend de l'entraîneur, ça dépend de tellement de choses. Et Berne, c'est pas loin de Fribourg, finalement, il retourne un peu à la maison. C'est ça, il est offensif, il est droitier, je veux dire, c'est des profils recherchés. Bon, on verra bien. Alors moi, mon casque de plomb, c'est marrant parce que je vais pas l'attribuer. Enfin, ça, c'est lié à un défenseur. Au départ, je voulais le donner à la Ligue suisse avec son fameux Hall of Fame, où Todeli qui a été reçu en grande pompe au Hall of Fame. Je suis absolument d'accord avec le commentaire de Cyril Pache. Complètement d'accord. Parce que c'est vrai que, alors à ce moment-là, vous en avez oublié des tas au Hall of Fame, et notamment au niveau des romans, mais même pas seulement romans. Et c'est vrai que Todelic n'a jamais été vraiment un exemple. D'accord, il a marqué le championnat de Suisse, mais à sa manière, et c'est pas forcément la manière la plus recommandable qui soit. Mais bon, finalement, j'ai décidé de faire autrement par rapport à une actualité, puisqu'hier on a appris que David Reinbacher revient donc du côté de Cloton, et pour moi, eh bien, je vais attribuer le casque de plomb au Canadien de Montréal. Tout simplement parce que le Canadien, il a, à mon sens, cédé à une certaine pression, que ce soit de certains milieux techniques, mais aussi la pression populaire, qui n'a pas voulu dès le départ entendre parler de David Reinbacher. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la qualité de Reinbacher, il ferait sans doute un grand pas en avant en restant en Amérique du Nord et notamment en jouant en American Hockey League plutôt que de revenir à Cloton où finalement il va peut-être se royaumer. Et je pense, alors tout le monde donne certains exemples, Auston Matthews il est venu à Zurich, il est devenu ce qu'il est, etc. Mais moi je pense que pour Reinbacher, qui en plus est encore un peu mouillé derrière les oreilles, quand il a dit à l'interview il n'y a pas très longtemps, c'était ma première bagarre, il fallait qu'il se taise parce que là tout le monde reprend ça maintenant, tout le monde se fout de sa gueule. Donc moi je pense que ça lui aurait, oui d'accord, mais je pense que ça lui aurait rendu plus service qu'on le place à Laval, plutôt que donc en Ligue junior majeure de Québec, plutôt que de le renvoyer en American Hockey League, Laval. Ou en American Hockey League, mais enfin même à Laval, au moins là-bas il apprendra à se battre. Mais enfin toujours est-il que rester dans le contexte du Canadien de Montréal me semblait quelque chose d'assez logique quand même. Dans l'organisation. Ouais. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec le Canadien de Montréal, mais surtout de par le fait que le Canadien, il a lâché prise par rapport à la pression. Alors on sait qu'elle est énorme là-bas, mais je pense que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Voilà. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je m'en doutais. Non, parce que déjà il a que
18 ans. Ensuite, il a commencé à avoir un rôle important à Cloton en fin de saison, c'est-à-dire les powerplay et autres. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une abondance de défenseurs jeunes, notamment les Logan Mailloux et compagnie, qui vont tous être à Laval. Donc je ne suis même pas sûr qu'il aurait autant de temps de jeu du côté de Laval. Mais moi, je pense que pour son développement, qu'il joue en Suisse, c'est pas bien. Il est premier tour de draft, il va quand même pas commencer. Il a 18 ans. Oui, mais il va pas commencer, même en étant premier tour de draft, même à 18 ans, à craindre des Mailloux et compagnie. Mais il craint personne. Moi, je n'y crois pas une seconde. Ouais, c'est pour ça, moi je vois pas pourquoi tout à coup, parce qu'il y a Mailloux et compagnie, il va perdre. C'est pas ce que je veux dire. Il va jouer moins, non. C'est pas ce que je veux dire. Moi, je pense que le Canadien, il se sont juste assurés qu'il ait du temps de jeu dans une ligue qui tient la route pour eux. Réputé en Europe. Ouais. Voilà, exact. Et puis moi je pense que, attention, il va jouer dans les 4 meilleures défenses, enfin les 2 premiers blocs en défense à Cloton avec du pipi. Est-ce que franchement à Laval ça sera plus dur ou moins dur? Je suis pas sûr. Ouais, ok, il va peut-être apprendre à se battre, mais faut pas rêver. C'est pas un gars qui se battra. Non, de toute façon pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il sache se battre finalement? Ouais. Il y a des gars pour ça. Et en plus, juste pour la parenthèse, parce qu'on l'a vu l'année passée avec Laurent contre Genève. Et c'est le premier qui allait se battre. Hein. Il n'a pas du tout peur de se battre. Justement, il a peur de rien. J'ai pas dit ça. Non, mais je sais, mais je parle par rapport à la pression. Et moi, je suis pas du tout persuadé que du côté de Montréal, ils ont craqué. Je pense qu'ils ont juste décidé. Moi, j'y crois pas une seconde. Si. Moi, je pense. Moi, pas du tout. Bref. Voilà, c'est mon avis. Voilà, ça c'était. Il s'agissait donc de nos casques d'or et casques de plomb. On va rester un petit peu dans la même idée puisque nous allons maintenant passer au chapitre suivant avec notre line-up du mois de septembre. Il faut faire une grande différence entre le line-up de la semaine écoulée, où il y a plusieurs autres sites qui parlent du line-up de 7 derniers jours, et puis nous on prend vraiment depuis le début du championnat, et ce sera comme ça au début de chaque mois. Exactement. Alors, c'était pas évident quand même. On est en début de championnat. Non, c'est pas évident. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait poste par poste. Allons-y, poste par poste. Et surtout, c'est subjectif. On va dans quel ordre, Philippe? C'est vous qui décidez. Honneur aux spécialistes quand même. Ok, alors. Comme ça, je verrai tout de suite si je suis complètement à côté de la plaque. Moi, dans les buts, j'ai mis Reto Berra. C'est pas lui qui a la meilleure moyenne d'arrêt, mais parce qu'il a fait gagner beaucoup de points, notamment dans des matchs très serrés où il a fait des gros saves à des moments capitaux pour son équipe. Il est en grande forme physique, il est étincelant et je le trouve vraiment très très rassurant sur ce début de saison. Donc c'est pour ça que je l'ai mis goalie du mois de septembre pour moi. Question. Alors moi j'ai mis Reidenborn de Berne parce que j'attendais pas Berne à cet endroit-là et je l'attendais pas aussi bon aussi vite. Et je pense qu'il est clairement, mais après c'est subjectif, hein. Moi aussi j'ai pensé à Berra et tout, mais Reidenborn je le connaissais pas et en fait je pense qu'il a volé quelques matchs à lui tout seul et le bon classement de Berne qu'on n'attendait pas aussi vite aussi haut, même si c'est que le début de saison, il est en grande partie aussi dû à lui. Alors évidemment, moi aussi j'ai pensé à Berra, mais en regardant l'ensemble de mon équipe, on va me dire ça y est, le Fribourgeois il a parlé, parce que je vous avoue que j'ai d'autres Fribourgeois dans l'équipe. Donc finalement, j'ai décidé de tendre la main, mais à un ancien Fribourgeois, c'est Hughes, le gardien de Lausanne, pour l'ensemble de sa performance, par le fait qu'il a déboulonné sans doute Pounenov, c'est un statut de numéro 1 qu'il pensait avoir, et finalement les prestations de Connor Hughes dans l'ensemble sont de bonne qualité. A-t-il été le meilleur gardien du début de saison? Pas certain, parce qu'on peut encore regarder les performances même de Roubec et d'autres, voire même parfois de Seteri. C'est très fort, mais je pense que dans le contexte actuel, on peut mettre une petite coche sur le nom de Connor Hughes. Voilà, ça c'est pour mon gardien. Ça se défend. Ça se défend. Ok. Alors, défense. Alors, défense, c'est plus. On est un petit peu plus souple. Non, mais même les ailiers. Ouais, mais enfin, on a quand même essayé de jouer gauche-droite. Okay. Alors, allons-y quand même avec l'arrière-gauche. Moi, je commence avec Andreas Borgman. Le défenseur au 48 matchs NHL, il m'a impressionné à sa finition, surtout dans les deux sens de la patinoire. Intéressant dans les duels et dans son timing sur les mises en échec. Et j'ai longtemps hésité entre Pilote et Borgman. Et ce qui m'a fait pencher pour Borgman, c'est je l'ai trouvé un peu plus fort dans les duels et un peu plus physique. Et quand il faut aller mettre un gros check, il est capable. Et Pilote, il joue un poil moins physique. Donc c'est ce qui a fait la différence. C'est 7 points et au plus-minus, plus 9. Hein. Donc c'est un très bon début de saison. Et il a eu 3-4 grosses chances dans le slot. Et il est très très efficace dans son shoot et très très précis. Donc quand il rentre, s'il a un bon puck dans le slot, il est très dangereux. Donc je l'ai trouvé vraiment très bon par rapport à sa
préparation où j'avais créé un petit peu en disant qu'il fallait qu'il se mette les doigts dans la prise parce que je le trouvais un peu nonchalant. Là, il est constant et il joue très très bien. C'est le meilleur défenseur de Fribourg pour moi sur ce début de saison. Alors, Borgman pour Laurent Perroton. Christian? Alors moi, mon meilleur défenseur gauche, c'est Andreas Borgman. Déjà parce que c'est sa première saison en Suisse. On dit souvent qu'il y a une saison d'adaptation. Lui, il n'en a pas eu. En plus, moi, ce que je trouve... Faudra voir, pour l'instant, ça va. Tout à fait, mais sur les 8 premiers matchs, en tout cas, il s'en sort très bien. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est qu'il amène ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire une deuxième tour en power play. Et donc, avec Gunderson, clairement, ils ont amélioré leur équipe parce que l'année passée, il n'y avait pas de tours au niveau du pipi. Vraiment, il est très à l'aise, il est facile, il pense vite, il regarde vite, il fait tout juste en ce moment. Alors, d'ailleurs, d'une certaine manière, avec moins d'aisance, il me fait un petit peu penser à Tom Ernest l'année passée à Genève, avec un style un petit peu moins beaucoup moins d'aisance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de résultats, il est très efficace et la place de Fribourg est en partie due à ses performances. Donc voilà. Bon, de mon côté, encore une fois, j'ai été aussi à 2 doigts de mettre Borgman, mais encore une fois, c'était un Fribourgeois, donc il faut que je fasse attention quand même. Dommage qu'il n'y ait pas plus de joueurs belges. Ouais. Alors j'ai donc mis Hugebert et Van Pottelberg dans un poste qui est tout nouveau pour lui. Non. Lequel des Hugebert? En fait, moi j'ai mis Lettonen. Ouais. En fait, pourquoi je n'ai pas mis Borgman? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, effectivement, s'il fallait à la limite parler du défenseur... Lettonen, il peut jouer à gauche, à droite. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'on aurait aussi pu le mettre à droite. Mais Borgman, il lui a fallu quelques matchs quand même pour se mettre dans le bain, 3-4 matchs. Et là, justement, si on prend sur l'ensemble depuis le début de la saison, je pense que Lettonen a été plus constant. Et c'est un peu pour l'ensemble de son œuvre parce que Lettonen, il a été constant, il est bon partout. Pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur arrière que l'on a en Suisse. Donc, j'ai préféré mettre Lettonen à la place de Borgman pour une des 2 places de défenseur. Ok. Deuxième défenseur? Mikko Lettonen. Voilà. Je l'ai mis à droite. Voilà, c'est ça. Il a vraiment pris la mesure du championnat. Il est métronome en powerplay. Avec son compère Yannick Weber, ils sont extrêmement complémentaires. Les deux ont trouvé un équilibre. Et en plus de tout cela, il est vraiment magnifique à avoir joué. Il est vraiment très très beau à avoir joué. Donc l'année dernière, j'étais vraiment déçu de Lettonen sur la saison. Un peu mieux en play-off par moment. Mais là, vraiment, je le trouve vraiment, vraiment exceptionnel. On attendait, quand il est arrivé, tout le monde disait que ça serait le meilleur défenseur du championnat. En ce moment, c'est un peu le cas. Et son équipe survole le championnat. Et quand tu vois le top 8 des défenseurs à Zurich, c'est tout simplement impressionnant. Mais lui, vraiment, il a quelque chose en plus. C'est exactement pour ça que je dis que Borgman est remarquable. Parce que finalement, il a mis une année pour se mettre dedans. Et vraiment, il a son prime maintenant, j'ai l'impression, Lettonen. Mais voilà, c'était pour dire que Borgman s'était très vite adapté. Et plus 4 et 6 points pour Lettonen. Absolument. Question? Alors moi, mon défenseur gauche, en fait, c'est David Ebischer. Parce que c'est, pour moi, défenseur droit. Ouais, pardon, droit. Parce que c'est la surprise du championnat en défense. Et avec un Kohler en attaque, c'est des gars qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et en plus, il est 3e buteur de Suisse dans une équipe de Rappi. Alors oui, il a du temps de jeu, mais il a du temps de jeu important pour un jeune joueur. Profico est parti, ouais. Exact. Et je pense que si pour moi, il y a un joueur que je ne m'attendais pas à ce niveau-là, qui est en train de tirer son épingle du jeu, et peut-être qu'effectivement, je ne sais pas, on a parlé de ce contrat de 5 ans, mais je ne sais pas s'il a une clause NHL, parce que c'est quand même un gars qui a d'abord joué en Amérique du Nord. J'ai envie de dire, il ne faut pas qu'il tourne trop bien, trop longtemps pour Rappi, parce que voilà. Mais en tout cas, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Et moi, ce que j'aime, c'est sa créativité. Il joue comme un routinier alors qu'il est jeune. Et en plus, c'est un droitier. Donc voilà quoi. Donc David Ebischer, meilleur, des 2 meilleurs défenseurs depuis le début du championnat. Moi, oui. Non, pardon, j'ai cru que vous vouliez intervenir. Alors moi, j'ai mis, ça va peut-être vous étonner, j'ai mis Jesse Virtanen d'Ambry. Alors, je ne me réfère pas aux résultats d'Ambry Piotta. Ils sont un peu décevants. Mais par contre, je trouve pas décevant, vous êtes dur. Pas tant que ça. Vous êtes dur. Non, moi je pense qu'ils ont bien réussi leur début. C'est pas mal. Moi, je suis un peu déçu sur l'ensemble de la performance. Regardez le classement. Oui, on regarde du classement. C'est ça, c'est surtout ça. Alors, si on regarde le classement, pourquoi mettre Virtanen? Mais moi, je trouve que Virtanen, il a fait du bon boulot depuis le début de cette saison. Il apporte beaucoup défensivement. Et j'ai hésité entre Ide et lui, pour être très franc. Et j'ai choisi Virtanen, comme étant mon deuxième défenseur. Mais encore une fois,
la réflexion, elle est compliquée parce qu'on a finalement que 2 semaines de compétition. Bien sûr. Ouais, 8 matchs. Voilà, on a un certain 9, mais dans c'est une tendance. Fin de la semaine prochaine, on sera un quart du championnat. Donc, voilà, c'est ça. Là, on commencera. Non, mais déjà, donc attention, ça va vite. Hein. Enfin là, moi j'ai mis Virtanen, je pensais bien que vous se reprendrez un petit peu avec ça, c'est peut-être pas. Mais voilà, moi j'ai bien regardé un peu le jeu défensif d'Ambry, il y a plein de choses à améliorer évidemment, mais je trouve que Virtanen fait vraiment le job à titre individuel. Bon, on va passer à l'offensive maintenant. Là, on risque peut-être de se retrouver un petit peu plus. Les ailiers, moi j'ai. Donc, si on regarde aujourd'hui, on a Lettonen qui a été cité 2 fois et Borgman. On a Borgman cité 2 fois. Ce sont les 2 joueurs qui pour le moment nous semblent être vraiment très importants. Et puis les gardiens, ça a été 3 gardiens différents. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par le centre, par l'aile gauche ou par l'aile droite? L'aile gauche. Alors l'aile gauche. Pareil, les ailiers, aile gauche, aile droite, des fois ça fluctue. Il y en a qui aiment bien jouer inversé. Mais moi, j'ai mis Malgin. Pourquoi? Parce que c'est fulgurante avec sa variation de vitesse. Ce qui est incroyable, c'est sur 1 mètre ou 2, quand il ralentit, qu'il accélère, c'est horrible. Ses mains cousues d'or et sa vision du jeu font de lui l'un des meilleurs joueurs du championnat, un des meilleurs playmakers. Associé au laiton Balcers, ça tourne fort, 8 points plus 7. Et quand vous pensez que il va arriver dans quelques jours André Ghetto. La ligne là, aïe. Donc vraiment, on retrouve le Malgin d'il y a 2 ans. Quand ils étaient en finale, il s'était un peu éteint sur la fin, mais il avait tellement été surutilisé avec André Ghetto. Mais vraiment, à tout moment, il peut faire des différences. Et puis ce que j'aime, c'est qu'au fur et à mesure des années, il est plus altruiste encore. Il y a des fois il a des bonnes positions de shoot, mais s'il y a encore une passe subtile à faire, il va la faire. Et vraiment un très très beau joueur et très beau à avoir patiné. Il a un patinage magnifique. Ok. Moi je suis d'accord. Et puis juste rajouter, mais après c'est un peu le Malgin Champagne, c'est beau à voir. Alors c'est souvent un peu le cas avant les playoffs, et même chose aux mondiaux. Il est très bon les premiers tours et ça je vous rappelle que Malgin en playoff, il avait fait fort quand même en fin de saison. Contre Zug et je tout. dis juste que quand le jeu devient plus physique, des fois on le voit un peu moins, mais là ils ont le laiton avec eux là. Je pense que ça va être pas mal. Donc Denis Malgin pour Laurent Perroton, pour Christian Ponty, ailier gauche. Ouais, mon ailier gauche. Ou droit, enfin. Moi, je suis vraiment resté sur cette base-là. C'est vrai qu'autrement, on aurait pu aussi donner d'autres noms. Non. Allons-y. Trio d'attaque. Moi, mon ailier gauche, c'est Didot. Parce que simplement, je trouve que déjà, premièrement, il livre la marchandise. Il était très attendu. Il joue bien. Alors, il est dans une bonne ligne. Tout le monde est en confiance. Mais surtout, 6 minutes de pénalité. Il joue bien au hockey. Il met des goals. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Et lui, alors déjà qu'il était attendu, son retour était attendu comme le Messi, mais c'est la rockstar de Fribourg. Impressionnant dans le volume de jeu aussi. C'est ça, exact. Et puis toujours la même intensité, le gars il fonce la tête en avant, mais surtout pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il a que 6 minutes de pénalité et il fait des passes, il met des goals. Alors c'est le bémol, comme dirait Mika Ngoy, il fait en général 1 minute 50 sur le pipi minimum. Ça reste du Didot, mais je pense que c'est le bon Didot, quoi. C'est juste et puis après la saison qu'il a passée du côté de Berne, c'était pas évident de se relancer. Et puis je pense qu'il est aussi il se sent mieux à Fribourg, il est mieux géré. Et puis je pense qu'il est aimé, apprécié. Voilà, exactement. Que le club, le coach l'aime et tout. C'est un gars qui est très émotionnel et je pense qu'entre les gradins pleins, le vestiaire qui l'aime bien et le coach, ça donne un gros Didot. Ouais. Vous avez donné tous les arguments que j'allais donner également, puisque pour moi, l'ailier gauche, c'est également Didot. Je rajoute encore une petite info, il n'est pas seulement buteur, il est aussi passeur. En fait, il est dans les points sur 8 des 9 premiers matchs de Gauthieron. Le seul match où il n'a pas fait de points, c'est contre Zurich. Voilà, donc c'est mon complément d'information. Mais pour moi, j'ai effectivement désigné Didot comme ailier gauche dans l'équipe du mois. On passe au centre ? Ouais.
Alors allons-y. Bon, c'est pas une surprise. Hein. Ouais. Antti Suomela, top scorer du championnat, impressionnant par sa capacité à voir et à penser vite. Parce que tout le monde parle de son côté buteur. C'est vrai qu'il a une vitesse d'exécution, il a des shoots très forts et très puissants. Des fois, on voit des grands rebonds parce que les gardiens sont très très surpris. Mais surtout, moi je trouve qu'il voit très très vite. Quand Salomaki est blessé, mais quand Salomaki est là et Kovacs, les trois ensemble, ça va vraiment pas mal. Aux engagements, il est très impressionnant, il est à 58%. Et hier, par exemple, à Davos, dans tous les engagements importants où ça péclotait un peu défensivement, il a sorti les engagements et ça te permet de sortir de la zone. Et puis surtout, il est un grand artisan du bon début de saison, mais on reviendra avec club par club. Et j'ai souvent dit que mathématiquement c'était bien, mais que dans le contenu, il y a certaines choses qui me dérangeaient et je vais expliquer encore pourquoi. Mais par contre c'est un super étranger et franchement c'est le joueur le plus complet pour l'instant sur ce début de saison. Le Lozano Antti Suomela donc pour Laurent Perroton. Pour Christian Ponty. Moi c'est aussi Antti Suomela et puis bon je vais aussi expliquer 2-3 choses. Moi ce que j'aime bien c'est que déjà il faut quand même donner crédit à John Foust, hein, c'est un casting qui est réussi et lui aussi comme Bergman 11 points et plus 10 hein. C'est plus ça, 10, hein. Exact, c'est ça. C'est le dernier chiffre que j'allais donner. Tout à fait. Je dirais que lui aussi, l'adaptation s'est faite tout de suite. Donc ça aussi, c'est pas anodin. Et moi, je me rappelle d'une discussion avec Martin Desjardins, un sort de promotion, qui me disait qu'il avait joué contre Gretzky. Il me racontait, j'ai joué contre Gretzky. Je l'ai pas vu beaucoup et tout. Et à la fin du match, il avait 3 points. Il me fait penser à ça. Tu le vois pas partout, mais il compte, il est régulier. Et en fait, on dirait qu'il n'est même pas surpris. C'est juste sa façon de faire. Il est efficace, il pense efficace, il rend les autres meilleurs, il est bon quand il faut. Je pense bonne attitude, il a un bon visage. Et tu vois qu'il est toujours positif, tu vois. Et en fait, il renvoie une image très très positive en même temps. J'ai l'impression que c'est un gars, tu peux le mettre dans tous les systèmes, il va s'adapter. Parce qu'il a des bons skills, il pense vite. Bon, dès qu'ils ont changé, qu'ils ont mis Salomaki, ça a été mieux quand même, beaucoup mieux parce que lui, il joue pour les deux autres. Kovacs, c'est un gars qui est un buteur, donc l'équilibre entre les trois fait que Suomela fait un bon début de saison. Mais je pense que d'une certaine manière, il a un peu le même comportement qu'un Dido, c'est-à-dire où il passe, où il marque, c'est pas grave, mais dans tous les cas, il est efficace. Tu parles sportivement. Bien sûr. Et puis l'air de rien, il est assez frêle, hein. C'est pas un gros bonhomme. Mais il est longiligne quand même. Et puis il va vite, il pense vite. Non, c'est un bon casting. Bon, carton plein pour Suomela, puisqu'évidemment j'ai également choisi Suomela comme joueur de centre. Effectivement, le petit plus que je voulais donner, c'est que quand on a un différentiel de plus 10 un peu plus loin dans la saison, on trouve déjà super, mais là on est à 8-9 matchs, il est déjà à plus 10. Et donc là je dis bravo. Et les engagements. Contre Lugano c'était compliqué à un moment donné, à Cloton c'est compliqué pendant un moment, à Ambry il sort des engagements importants et hier contre Davos, donc vraiment aux engagements ils sont très impressionnants, on y reviendra après. Il est bon. Et on passe enfin à l'aile droite. Ok, alors moi je suis, vous avez reçu un courrier par rapport à ça, vous allez recevoir un deuxième. On va tous le recevoir, je sais pas, en tout cas moi je risque d'en recevoir aussi. Hein. Non mais Christophe Berchi, parce que donc déjà meilleur buteur du championnat avec 7 goals. Il vole sur la glace, mais vraiment, il vole. Et la complémentarité avec Delarose et Dido font une des meilleures lignes du championnat. Et surtout, des fois, je le trouvais un petit peu négatif. C'est-à-dire que je le voyais ronchonner, tourner la tête, avoir des expressions. Là, il est toujours positif, il a pris de la maturité. Et même dans ses interviews, alors quand tout va bien, c'est plus facile, mais il est serein. Là, c'est vraiment le futur Sprunger. Et puis, il fait vraiment un début de saison, comme je l'ai dit dans mon casque d'or la semaine dernière, et je le redis à votre auditeur qui vous a écrit. Pour moi, c'est le meilleur joueur suisse à l'attaque sur ce début de saison. Christian ? Alors moi c'est aussi Christophe Berchi, puis je vais rajouter à ce que Laurent a dit, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui était attendu comme le Messi, il a quand même signé 8 ans sauf erreur. Donc à ma connaissance, le gars qui a signé non, pas tant. Un petit peu moins, mais 6 ans, un gros contrat. Ouais, voilà. Un contrat longue durée. C'était Christian Chervet à Berne. Voilà, justement, j'y viens. Je veux dire, parce que l'air de rien, ça aussi, c'est une sacrée pression. Et puis moi, surtout à Fribourg. Voilà, exact. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il respire la confiance. Il est habité par la confiance et quelque part, tout ça, ça s'enchaîne parce que Dido est pareil. Donc forcément, cette ligne, elle tourne. En plus, c'est quand même un vrai ailier de débordement. Moi, j'ai entendu des gens, des consultants qui disaient qu'il avait un IQ hockey limité. Alors, pas du tout. Moi, je trouve pas. Au
contraire, je trouve qu'il est très intelligent sur la glace, il a le sens du jeu et en plus il s'améliore. Mais il disait ça parce qu'il portait beaucoup le puck. Mais là, il joue avec un De La Rose. Tout le monde veut jouer avec De La Rose parce qu'il va faire tout ce que tu n'as pas envie de faire. Et puis Dido qui est très intelligent, si tu donnes des pucks, il va te les redonner. Donc en fait, du coup, ça dépend à qui tu joues. Ils s'entendent bien. Et là, je trouve que collectivement, c'est ce qui fait la différence aussi. Et justement, en plus, ce qui les sert les trois, c'est que c'est trois gars qui sont en confiance en même temps. Et ils ont vraiment. En fait, c'est vrai que dans les interviews, il doute de rien. Il me fait penser un peu à Noah Rod l'année passée en playoff. Le gars, et en plus, clairement, il est là pour reprendre le flambeau à Sprunger et il est en train de le faire avec classe. Moi, j'aime beaucoup. Bon, moi, Christophe Berthier également, dans mon rôle de meilleur ailier droit depuis le début de la saison. Berthier, qui notamment cette semaine a marqué 4 buts en 3 matchs. Rien que pour ça, déjà, voilà. D'ailleurs, il y a quelques liens assez intéressants entre la deuxième semaine de compétition et puis, justement, l'établissement de ce premier line-up du mois. On sent que ceux qui ont du potentiel, qui en ont sous le patin, commencent à arriver en force. Il aura fallu 2-3 matchs de réglage, on va dire ça comme ça. Donc si je résume, on n'a pas réussi à s'entendre sur les gardiens. Non. On a un Berra, un Reideborn et un Hughes. Autrement, en défense, nous mettons Borgman et Lettonen. Et en attaque, nous avons la ligne de gauche à droite, Di Domenico, Suomela et Berchi. Ouais. Voilà. Je crois que c'est une belle équipe. Ouais, c'est une ligne qui coûte cher. Ouais, c'est ça, exact. On parlait toujours d'argent. Non, mais bon. Oh, moi, j'avais mis un gars au rabais derrière. Il va coûter plus cher. Voilà, c'était donc notre premier line-up du mois de septembre. Rendez-vous pour la première émission du mois d'octobre pour vous parler du mois de... On est quoi? On est en septembre? Non, on est en octobre, là. Ouais. Ah oui, au mois de novembre, pardon. Ouais, mais au mois de novembre pour le mois d'octobre. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Mais là, on avait le flop. Oui, il y a le flop. Il y avait un joueur... tu veux commencer, Christian, ou j'y vais? Ouais, mais si tu veux, je pense qu'on aura le même. Vas-y. Je pense que c'est Artikainen. Non. Ok. Alors pour moi, j'ai hésité avec Artikainen et puis j'avais un deuxième, Gregory Hoffman. Ouais. Comptablement, il n'est pas là et il joue trop en cours alternatif. Mais Artikainen, c'est parce que finalement la saison de la pêche est finie et puis qu'il arrive en retard. Je rigole, mais c'est vrai alors il est déjà mieux qu'avant, mais c'est vrai qu'après 8 matchs, un point pour Artikainen, c'est pas suffisant. Et puis surtout, ils avaient besoin de lui tout de suite et il est pas là. Bon, il y a du mieux. Si on regarde le match, on regarde le match d'hier, lorsqu'il passe derrière la cage et qu'il essaie de trouver le trou au premier poteau, là, on l'a retrouvé. On a retrouvé un petit peu de vivacité quand même dans le jeu. Mais parce que ça commence à venir. Mais parce que simplement il est en shape gentiment. La patinoire à Hatzog, elle est en montée parce que le repli défensif. C'est vrai qu'après il avait les essoufflés sur le repli défensif, c'est vrai. Non, mais ça va déjà mieux. Mais c'est vrai que le problème, c'est que les 4 premiers matchs, il était transparent et vu qu'on fait le mois, c'est clairement pas ce qu'on attendait de lui. Et puis le problème, ce qui me dérange un peu, c'est que c'était un peu attendu, mais pas à ce point-là. Donc après, évidemment, ce qui arrange pas, c'est qu'il y a des blessés à Genève et tout. Donc bien sûr que lui, il coûte un lourd tribut. Enfin, son arrivée est tardive et puis pas en forme, elle coûte cher au club. Mais moi, je trouve que Gregory Hoffman, pareil, avec son potentiel, il est pas là. Ouais. Bon puisqu'on a commencé avec... allez, c'est exactement la même chose. Moi, Artikainen, je me suis déjà expliqué dans un papier qui a été assez critiqué, mais enfin voilà, je reste droit dans mes bottes et je dis ce que je pense aussi. Okay. Et voilà, donc pour moi c'est aussi Artikainen. À vous, Laurent Perroton. Vous allez recevoir des courriers là. Le flop du mois... Ça remplace le bouquin sur la table de nuit. Le flop du mois, c'est Jiří Sekac. Parce que pour moi, il est au milieu d'un problème politico-sportif. Attention. Non, mais le LHC a besoin de 2 trios offensifs si tu veux être dans le top 6, voire dans le top 8. Vous êtes d'accord jusqu'à là? Ils ont un premier... Bon, Salomaki est absent, mais quand il va revenir, le premier bloc, il n'y a rien à dire, ça marche bien. Et après, ils avaient un bloc qui marchait sur l'eau, qui était Sekac, Ria à l'aile, Sekac à l'aile et Fuchs au centre. Il y a eu l'arrivée de Théo Rochette, qui a redistribué les cartes. Et finalement, après, tu as 2 centres qui performaient énormément, qui est Jager, un très bon centre de 3e bloc et qui, s'il continue comme ça, va refaire l'équipe nationale. Et Almon, je vous en ai beaucoup parlé, en disant que c'était un joueur, si on lui donnait des responsabilités, et il était très bon hier à Davos, et avec ses ailiers, ils font du job. Là où je veux en venir, c'est que le problème, c'est que
vous avez mis Fuchs à l'aile et Théo Rochette, vous ne pouvez pas le mettre à l'aile. Il n'a pas assez de puissance et puis c'est un centre pur. C'est un centre pur qui a besoin de... Un centre pur qui perd 75% de ses engagements pour le moment. Oui, mais alors j'y viens. Donc le problème, il est là. Pour ces catchs, c'est que si tu replaces Fuchs au centre et que tu crées ce trio, il va mieux aller. Mais par contre, tu ne peux pas placer Rochette ailleurs. Parce que Rochette sur un 3e bloc, ça ne sert à rien du tout. Rochette sur un 4e bloc, c'est aberrant. Donc la problématique, elle est là. Le problème, c'est que Jaeger, il est à 53% d'engagement. Semeula, il est à 58%. Almond à 58%. Et Rochette, il est à 38%. Ah, 38%, ok. C'est un petit peu mieux que ce que 38%, 37,74%. Il en gagne 1 sur 3, quoi. Ouais. Allez, en gros. Mais moi, ce qui me dérange, c'est même pas l'offensive. C'est que je trouve que lorsqu'à 5 contre 5, ils jouent contre des bonnes équipes, quand il y a Ria, Fuchs et Rochette et qui sont dans la zone défensive, c'est dangereux. C'est dangereux dans le volume, dans l'intensité. Et ces catchs, il avait porté il y a 2 saisons le Lausanne Hockey Club. C'est quelqu'un qui est capable de gagner des duels, offensifs comme défensifs. Et quand il avait été aligné avec Rochette là, à Ambry, ça a été pas mal. Mais voilà, là, il y a un vrai problème de poste pour ces catchs parce que tu ne peux pas le placer sur un 3e ou 4e bloc. Et en fait, cette ligne-là, Fuchs, Ria, ces catchs, elle marche très très bien. Mais tu as le développement de Théo Rochette. Ouais. Donc là c'est un problème. Et quand vous avez parlé de Connor Hughes, tout le monde met en avant les points faits par Lausanne et le jeu fait par Lausanne. Pour moi, le jeu et les points, c'est différent. Comme il y a beaucoup de journalistes, de vos confrères qui parlent de goals escomptés, etc. Je vous donne un exemple. Vous allez à Davos, vous avez 4 goals escomptés, 2 seuls dans le slot et 2 breakaways, c'est 4 fois Ugly ou c'est 4 fois Semeula. Est-ce que c'est à la même valeur? Non. Parce que ça ne sera pas la même efficacité. Donc moi, ça me dérange qu'on réduise ça. Aujourd'hui, quand Bienne, l'année dernière, avait c'est pour ça que moi, je compare beaucoup Lausanne à Bienne. J'estime qu'ils doivent avoir le même jeu que Bienne. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand Bienne avait des blessés, on voyait le même jeu. Aujourd'hui, si à Lausanne, vous enlevez... Bienne n'est plus un exemple. Hein. Non, mais Bienne, on va y venir. Mais si vous enlevez, sur les 3 duos défensifs, vous enlevez Pilote qui se blesse. Vous avez qui s'est blessé hier, le défenseur. Glauser. Et vous enlevez Frick, qu'on a beaucoup critiqué, mais qui fait un très bon début de saison. Et Semeula se blesse, puis vous devez aller chercher 2 étrangers sur le marché actuel. Vous n'êtes pas dans le top 10. Parce que c'est les individualités. Ils sont tributaires de ces individualités. Et j'espère, et ça c'est une nouvelle équipe, donc j'espère que le collectif va s'améliorer. Et aujourd'hui, vous avez parlé de Connor Hughes, moi j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème avec Connor Hughes parce que c'est exactement comme avec ses catchs, parce qu'on a dit on fait l'alternance. D'un coup, à Ambry, le match, si on échange les coachs, Lausanne gagne. Parce que on a fait des mauvais choix au niveau des gardiens, surtout lorsque ça n'allait pas pour Pounenov, on l'a mis à la cave. Là, on lui fait faire 2 matchs d'affilée. Il joue très bien, Pounenov. Connor Hughes. Mais là, il va jouer sans doute contre Fribourg, puisque c'est la logique. Et s'il se trouve contre Fribourg, vous avez 2 gardiens à la cave. Et c'est là-dessus où la fragilité, aussi bien physique que mentale, et Connor Hughes, on se rappelle l'année dernière, quand il a enchaîné plusieurs matchs, il s'est effondré parce que voilà, c'est un apprentissage de la gestion, parce que tout le monde parle de la technique, etc. Mais la gestion mentale d'un gardien, c'est juste abominable. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes de bon niveau qui tournent les gardiens. Et là, en faisant comme ça avec Pounenov, avec ce qui vient de se passer l'année dernière, avec le Finlandais qui est arrivé, il s'est fait débarquer au championnat du monde, c'est un vrai problème. Donc ces catchs, pour moi, il est insoluble le problème. Moi déjà, je trouve que Sekac, c'était quand même un joueur protégé du temps de Svoboda. Oui, et il n'a plus le même statut. Est-ce que quelque part ça le perturbe pas un peu aussi? Peut-être, mais... Parce qu'avant, moi je pense qu'il donnait un coup de fil et il allait sur le bloc qu'il voulait. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Je sais pas. Après, pour dire ce que tu dis à propos de Hughes, je suis d'accord. La preuve, regardez hier soir, c'est Hollenstein qui joue à Zug. Donc ça veut dire que cette alternance, tu dois la faire, quoi qu'il arrive. Après, tu prends la main chaude sur les gros matchs, mais autrement... Si tu te forces pas à faire ton alternance, tu prends le risque. On fait pas l'alternance. Mais parce que t'as pas le choix. Parce que t'as pas le choix. Non mais Philippe, à Ambry, Pounenov fait un très mauvais match. Mais au 3e, tu le sors et tu gagnes le match.
C'est ça. Mais en fait, c'est le conformisme de Ward par moment, et c'est pour ça que des fois je m'exprime là-dessus. Je parle pas du tout de la personne, je parle de l'entraîneur. Et pas de l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il met son équipe bien en place, du coaching. En fait, ces interviews sont comme sa façon de coacher un peu. C'est assez conformiste. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer les choses, etc. Mais là, je suis désolé, sur la longueur de la saison, avec ce duo de gardiens qui a du talent, mais qui peut être fragile, on a beaucoup parlé en intersaison. Il faut pas les griller. Il faut pas les griller, il faut faire très très attention. Et ces catchs, vous me dites ce que vous voulez, mais Lausanne, si Lausanne veut être dans le top 6, ils ont besoin d'un bon C4. Non, mais tu as besoin de deux trios offensifs. Ouais. Et qui savent jouer dans les deux sens de la patinoire. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas, et c'est pour ça que mathématiquement c'est bien, mais dans le contenu, je suis pas. Quand ils gagnent contre Genève et Langnau, toute la presse s'est dit ouais, c'est magnifique et tout. Oui, c'est magnifique. Vous avez joué contre les deux équipes les plus faibles du début de championnat. Contre Lugano, c'est un très bon match parce que tu es dominé au départ et tu tiens la baraque, le gardien fait le boulot, les engagements, et d'un coup on resserre la vis et puis d'un coup on gagne le match. C'est un bon match, c'est une grosse à Cloton, mais hier soir, hier soir, ça joue à des petits détails. Je pense que la fraîcheur physique a fait la différence aussi parce que Davos avait joué la veille à Ambry, mais quand ils ont le 5 contre 3 à la fin, le 3 contre 5, Lausanne, j'étais très inquiet. Hein. Ouais. Parce que ça reste que 2 points sur 9. Hein. Mais ce que tu dis, toi, Laurent, c'est que finalement, quelque part, pour le bien-être de Lausanne, il faudrait sacrifier ces catchs sur le 3e bloc. C'est ça. Pour laisser Rochette éclore et surtout pour l'équilibre. Ouais, mais éclore, mais le problème, c'est que. Non, mais oui, pourquoi pas. Mais le c'est problème. Ce qui est en train un peu de passer. Oui, mais Christian, le problème, c'est que tu as Ria qui a 7 ans de sélection, t'as il y a que des noms, il y a des gros gaillards. T'as Shekash qui a de nombreuses sélections qui sont des joueurs expérimentés. Contingent trop riche. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a le problème d'ego avec les jeunes. Pas trop riche. Peut-être ils ont beaucoup amélioré dans les rôles pour que ça soit dispatché, ça c'est bien, sur les box, sur les powerplay, mais il y a ce problème-là. Déjà maintenant c'est une équipe. Et c'est une vraie équipe, mais ce problème-là, il peut devenir un peu plus grand si d'un coup tu n'as pas des très bons résultats. Et tant que ton 2e bloc ne sera pas plus performant, tu vas pas aller loin. T'as besoin, aujourd'hui dans le championnat National League, tu as besoin d'avoir deux très bons blocs offensifs. Moi je pense que tu as raison, c'est que ces catchs, il est orphelin actuellement de Fuchs et de Riat. Et bien messieurs, c'est là qu'il a envie de jouer, c'est clair, ça peut créer une frustration. Eh bien messieurs, vous venez de faire la parfaite démonstration de la complexité du hockey sur glace et du positionnement des joueurs. Et c'est aussi le but de cette émission et c'est ce qui nous différencie aussi beaucoup d'autres émissions. Merci en tout cas pour cette très belle analyse, notamment concernant ces catchs. Voilà, on a fait le tour. On aurait aussi pu décider de nommer, je sais pas, le coach du mois aussi. On aurait pu. Moi, je penchais franchement entre Volven pour ce qu'il a fait quand même au niveau Ajoulot, parce qu'Ajoulot a comme son meilleur début de saison. On peut y aller. Et puis Josh Holden pour ne pas avoir encore été viré. Mais voilà, on pourrait rajouter le coach rapidement. Moi, Chireda. Chireda, moi, je dirais, j'essaye de dire un nom différent, mais... Holden, c'est quand même pas mal. Non, Holden, c'est pas mal, mais moi, je dirais Dubé. Oui. Pourquoi ? Parce que avec toute cette intersaison mouvementée, ce qui se passe en coulisses avec le directeur sportif, l'arrivée de Pat Edmond, en fait l'équipe elle marche bien, les rôles sont répartis, je le sens beaucoup plus détendu et ce qu'il produit sur la glace c'est assez agréable, donc je dirais Christian Dubé moi. On vous laissera le temps de la réflexion pour le mois prochain parce que là j'ai un petit peu improvisé, mais je on pourra bien aussi nommer le coach. C'est bien, puis c'est bien d'avoir des gens différents. Et en fin de saison on nommera également le directeur technique de la saison. Directeur technique de la saison, le coach de la saison et puis les 6 joueurs, ça serait sympa. Et le chef de presse de la saison. Et aussi. Ok. Arrêtez de provoquer comme ça. Bon, je vous rappelle que nous sommes après 53 minutes d'émission aux têtes de course. Et oui, 2h30 d'émission aujourd'hui. On est parti pour battre les records. On va rapidement passer aux questions du jour. On va essayer de on y a déjà une ou deux. On a répondu à une ou deux. Il y a quand même, pour revenir sur Pounenovs, il y a Laurence Demorge qui nous demande si Pounenovs n'aurait pas intérêt à chercher un autre club pour la 2e partie du championnat, donc partir à Noël. Moi, je crois surtout pas pour Lausanne.
il a un contrat, il reste encore. Enfin, Lausanne ne va pas s'en séparer de toute façon. Non, mais. Tu prends qui en plus? Non, puis c'est surtout que. Bon, vous allez chercher Pache, parce que si vous voulez vraiment mettre Hughes en numéro 1. Ouais, mais Hughes, il peut pas jouer tous les matchs. Vous vous rappelez ce qui est arrivé l'année dernière? Pas si mal aussi. Ouais, mais en National League, pour l'instant, il faut qu'il joue. Entre un Pounenovs à la cave et puis un Pache qui en veut. Ouais, mais à la cave, mais qui a du potentiel. Non, mais très bien. Pounenovs, techniquement, il est plus fort que Connor Hughes. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il est plus fort, il a plus d'expérience. Maintenant, c'est un gars qui est sensible, il faut le gérer. Et ils auront besoin de 2 gardiens. Donc il faut faire très attention. Et le match de demain contre Fribourg, si Hughes commence, il a intérêt d'être très performant parce que là, tu peux mettre tes 2 gardiens, surtout pour Hughes, où c'est son ancien club, tu peux mettre les 2 gardiens en difficulté. Donc attention. Mais je pense surtout qu'en ce moment, la personne la plus importante à Lausanne à ce niveau-là, c'est Christo Huet. Ouais, exactement. Parce que c'est à lui de prendre les décisions et de les gérer. Poulenov, il a une médaille de bronze en les 4 minutes. Et donc lui, il n'y a rien de pire. En fait, tu as l'impression que tu ne l'as pas mérité. Alors il l'a dit. Exactement. Et je pense que moi, je vois ce qu'à un moment donné, Christo avait fait avec Bolthauser, c'était remarquable. Et pour moi, il doit essayer de faire la même chose. Enfin, vous allez dire que je suis paradoxal, mais même si j'ai mis Hughes comme gardien du mois, j'ai un petit faible quand même pour Pounenovs. C'est évidemment que je crois toujours en Pounenovs. Là, c'était la question de Laurence de Morges. Rapidement, concernant une Bernoise qui nous écrit Anya. Le SCB, là c'est juste un commentaire par rapport à ce que l'on a dit, visiblement elle n'a pas très bien compris. Le SCB est bien meilleur que vous pensez, mais on pense beaucoup de bien actuellement. Exactement. Le recrutement est très bon, l'entraîneur fait de l'excellent travail, ils ont un énorme gardien. Wüttrich, il joue beaucoup moins, mais quand il joue bien. C'est beaucoup plus équilibré en défense. Non, c'est une équipe qui sera sans doute dans le top 6. Moi, pour être franc... Berne, Ambry et Davos, c'est pour moi les 3 équipes que j'attendais pas aussi haut en ce début de championnat. Et Berne en fait clairement partie et je pense que c'est pas totalement anodin aussi dû au fait que Chervet a été mis sur ce premier bloc avec Kaoun. Ils amènent beaucoup d'énergie. C'est normal Kaoun. Le retour de Kaoun fait un bien fou. Mais ils ont besoin de. Il y a Sévior qui va revenir aussi. À Berne, ils ont besoin de joueurs rock'n'roll qui mettent. Et je pense que Chervet, il est vraiment excellent là. Puis ce gardien, franchement, très bon. Neuborn, très bon. Exact. Dernière question que j'ai retenue pour aujourd'hui de Mickey ou Mickey, j'ai pas bien réussi à lire, de la région biennoise. Ajoie est pas mal, mais est-ce qu'il n'a pas déjà atteint ses limites? Pas offensivement, mais moi, on m'a posé la question sur le plateau, j'ai dit c'est bien d'avoir des rêves, mais pour moi, le meilleur rêve de réaliser le meilleur rêve pour Ajoie, c'est d'aller chercher la 12e place. Voilà. La 10e place. La 12e. Ah, la 12e. C'est-à-dire, éviter la promotion-relégation. Moi, pour moi, ce que j'attendais un peu mieux, puis c'est lié aux blessures, mais Gélinas, pour l'instant, il n'amène pas ce qu'il amène. Et c'est souvent, d'ailleurs, Asselin qui est cop, en parenthèse, dès que... c'est entre Asselin et Gélinas. On y viendra après sur les clubs romans. Voilà. Bon, puisqu'on parle d'Ajoie, on continue avec Ajoie. Ouais, alors moi ce que j'ai fait par classement. On va à Ajoie, puis on remonte dans le classement. Ajoie 14e, donc perdu cette semaine, une semaine très difficile, perdu 4-2 à Cloton, perdu contre Berne 1-2 et perdu à Rapperswil 2-0. Donc 3 goals en 3 matchs. Vraiment un problème d'efficacité. 12e attaque 2,02, 13e défense 3,50, le powerplay 13e 7,69, 6e box-play c'est un peu mieux. 14e au niveau des pénalités, ils sont très disciplinés, 44 minutes de pénalité. 9e au face-off, l'année dernière c'était un peu mieux. Puis Ajoie reçoit Langnau et reçoit Fribourg. Mais maintenant, ce que j'ai fait un comparatif de tous les... On a beaucoup parlé l'année dernière un bon joueur du championnat, il est au-dessus à 0,50 ou voire au-dessus en termes de points. Donc il y a Hazen qui a 1 point par match, les -1, il y a Kohler qui a 0,88, Devaux 0,62. Odette, il a 0,50, il est juste à la limite, mais il est -5. Asselin 0,17, -5. Brennan 0,17, -3. Gélinas 0 points, -4. Et là, je comprends pas. Gauthier 0 points, -7. Gauthier c'était le meilleur joueur. Donc la deuxième ligne, la deuxième ligne ne marche absolument pas. Donc du coup ils ont des problèmes offensifs. Ils ont retrouvé le 3e qui allait pas mal colère avec les Hazen et DeVos. Et derrière c'est un poil mieux. On en a beaucoup parlé en ce début de saison. Mais
la deuxième ligne, elle marche pas du tout. Donc du coup, là, tu peux pas régater, quoi. Tu peux pas régater. Donc là, semaine très très compliquée. J'ai écouté l'interview de Julien Vauclair à la radio et puis de Volven. C'est exactement ça. C'est dans le contenu, c'est pas mal, mais si tu marques pas de goal, tu gagnes pas les matchs. Alors moi j'ai marqué Ajoie si loin et si près. Ils sont jamais loin au score, mais en fait il en manque beaucoup quand même. Et moi, pour moi, je le dis ouvertement, Gélina, pour moi, je sais qu'il était blessé, mais il n'amène pas ce leadership sur le deuxième pipi. Alors, mais est-ce qu'il est adapté pour notre championnat ? Alors justement, j'y viens. Je trouve qu'il est trop lent. Il faut un gars qui a plus de... voilà. Il est gros, il est grand, il gagne les duels, mais sauf qu'il se fait battre en vitesse tout le temps. Exactement. Donc après, voilà, maintenant c'est facile. Victime donc de la surface plus grande. Ouais, mais bon, il avait déjà joué ailleurs. Mais... Non, mais 4 mètres, ça compte. Non, mais il est victime surtout de la vitesse du jeu suisse. Ouais, parce qu'il y a plus de place. Ouais, mais c'est surtout parce que c'est plus ouvert, c'est moins structuré par moment. Il y a des défenseurs qui vont pas spécialement vite. Des fois, même Vatanen, il va pas vite, mais il pense vite. Gélina, je trouve pas qu'il pense vite. Je trouve qu'il est lent partout et ça m'a un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Après, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il y a le retour de Schmutz parce qu'ils en avaient bien besoin. La surprise, c'est clairement Colère jusqu'à présent. Et puis, moi, j'ai regardé un peu des stats. Ils ont vraiment intérêt à gagner contre Langnau parce que juste pour info, Langnau est à moins 19 au goal average à Joie et à moins 11. C'est pour ça que je dis si près, si loin. Souvent, il leur manque pas grand-chose. Mais attention, la spirale. Et c'est pour ça que Langnau commence à gagner. C'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on dit. Des fois, t'as meilleur temps de perdre 7-1 de temps en temps plutôt que 7 fois 1-0. C'est un peu le même principe. Et c'est usant de perdre, qu'il te manque chaque fois un bout pour la tête, pour le moral. Et c'est pour ça que je parle de spirale. Attention, ils doivent gagner contre Langnau. C'est un signal fort avec une patinoire pleine. Je pense que celle-là, elle est très importante. On n'est pas loin dans le championnat, mais attention. Tu parles de patinoire pleine, mais c'est vrai que cette année, particulièrement le public à Ajoie pousse vraiment. Ils sont tout le temps là. Ils sont là. C'est incroyable. Ils ont vraiment un très très bon public. Mais c'est pour ça que je disais qu'ils ont aussi besoin de leurs éléments forts. Ils ont quelques blessés aussi maintenant. Schmutz est de retour. C'est quand même un des gars qui était sur le premier bloc. Mais c'est vrai que le deuxième bloc, il doit produire plus parce qu'avec un seul bloc, Ajoie, ils s'en sortiront pas, ça c'est clair. Et on comprend le commentaire de Christian Volvend à la fin du match où finalement il essaie presque à pleurer. Ils produisent, mais ils marquent pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 8 matchs. Ouais, c'est ça. Mais à pleurer après 8 matchs, ça va être très long. Il y en a quelques-uns de plus. C'est pour ça qu'il faut qu'ils gagnent. Voilà pour Ajoie. 14e, donc Ajoie, 10e Bienne. Donc cette semaine catastrophique, perdu à Fribourg 4-1, perdu contre Langnau à la maison 2-1 au penalty, 1-2. Perdu à Berne 4-2. 11e attaque, 2,25. 7e défense, 2,62 de moyenne. 5e powerplay, 10e boxplay. 9e en termes de pénalité, 8e au face-off. Donc c'est très moyen. Sateri qui a 93% pratiquement. Bienne reçoit Ambry, reçoit Cloton et va à Genève. C'est au minimum 6 points pour pas que ça soit la crise. Après, en termes de points, Rayala 1 point moins 2. Radgeb 0,78 moins 3, Salinen 0,62 moins 1, Olofsson 0,62 plus 1, Yakovenko 0,50 plus 1. Poca, donc j'ai mis tous les étrangers, 0,25 moins 7. Et en fait, l'année dernière, ils étaient entre 8 et 10 joueurs au-dessus de 0,50. Là, ils sont beaucoup moins. Et puis surtout, en plus-minus, ils étaient assez incroyables. Et donc là, il y a un vrai problème dans le jeu. Je ne reconnais pas Bienne. Non. Bienne, je disais que c'était l'équipe couteau suisse. Elle a perdu des lames. Là, elle a perdu vraiment des lames. Dans la créativité, aïe, 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 aïe. C'était tellement joli à voir. Et là, les deux finalistes ils ont beaucoup de peine là, sur ce début. Et le problème, c'est que Seteri fait ce qu'il peut, mais au bout d'un moment, il est pratiquement obligé de se remettre au niveau des autres. Bon, blessé, Kunsley. Ouais, non, mais alors bon, j'y viens. Kunsley, moi, je dis, Love et compagnie. Vienne paye un très lourd tribut à ses blessés, ça c'est la première chose. Offert. On n'en parle même pas. Regardez le début de saison passée et maintenant, il n'est pas là. Et puis l'autre chose, est-ce qu'ils n'ont pas perdu une partie de leur identité avec Martikainen? Il y a un peu de ça. Alors évidemment, c'est facile à dire quand il manque autant de joueurs. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il y en a un seul qui la marchandise pour l'instant, peut-être voire deux, c'est le gardien, Sateri. Et As, exactement. Et puis après, même chose, moi je dirais attention à la spirale, parce que j'ai l'impression qu'ils font un peu un début de saison à la Genève Servette. Mais Genève, ils ont moins de blessés, ils ont peut-être plus de profondeur. Et le problème, c'est qu'on oublie des fois que l'année passée, Bienne a fait une saison incroyable avec une équipe fragile. Je parle des blessés, évidemment.
Et là, c'est blessé. Souvent, il y en avait un ou deux qui manquaient, mais là, il y en a plus. Et en plus, il y a un autre entraîneur. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et il faut, même chose que pour Ajoie, il ne faut pas que ça continue dans cette spirale. Donc ils doivent stopper absolument. Mais c'est assez serré parce qu'ils sont 10e avec 11 points. Lausanne qui est 3e avec 15 points, un match de plus. Donc en gagnant ton match en retard, tu es à un point. Ouais. Donc pour l'instant. Pour le moment, le classement, en fait, il peut en 1-2 matchs, vous êtes en haut ou en bas. Sur une semaine, ça peut complètement changer. C'est pour ça que je parle de spirale. Si tu perds c'est pas grave, mais il ne faut pas perdre 2-3 fois. Mais là, les 3 matchs, ces 3 matchs-là, avec un seul point à l'arrivée sur les 3 matchs de la semaine, c'est vrai que ça fait mal. Surtout au Langnau à la maison. Et dans le contenu, c'était moyen quand même. Avec Petri Matikainen, j'ai lancé la première banderole il y a quelques jours. Apparemment, alors je vais vous envoyer à Bienne, puisque vous aimez bien l'endroit, vous aimez bien la Tissot Arena, vous avez vos contacts là-bas, Christian Ponty. J'aimerais savoir un peu ce qui se passe dans le vestiaire. Parce que c'est vrai qu'entre un Antti Tormenon qui était assez paternel, on va dire ça comme ça, paternaliste, et puis un Matikainen qui semble être beaucoup plus à la dure avec de la poigne, peut-être que ça passe moins bien aussi. Il faut se méfier des poker face. Il a un visage dur, mais ça ne veut pas dire qu'il est dur. Ah, mais je ne parle pas du visage. Non, je sais, mais les échos qui viennent, mais souvent, c'est dans l'emploi, on va dire. On parle de Matikainen dans les autres clubs quand il est parti. Les joueurs évitent de parler de lui quand il est en activité dans leur club. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Tuomainen avait ce côté angélique comme ça. C'était un gentil papa. Mais il n'était pas toujours gentil. Non, mais bien sûr. Tuomainen, il n'y en a qu'un seul. Je veux dire, quand tu le vois physiquement, en fait, tu le trouves cool déjà. Il est smart, etc. Donc en plus, avec ce qui s'est passé, voilà, les résultats, et puis en plus sa maladie, ça a amplifié le phénomène. Mais là, c'est vrai que moi, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire. Par contre, ce que je sais, c'est que je vois plus des joueurs en confiance qui créent. Et ça, c'était un vrai problème. Et quand on a parlé tout à l'heure d'une équipe qui a un véritable fond de jeu, c'était bien parce que tu as parlé des absents, mais je vous rappelle que l'année dernière, ils ont eu 7 blessés, jusqu'à 7 blessés. Et des joueurs importants, et ils avaient quand même des résultats. Et ils ont été finalistes. Donc, ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas perdu une partie de leur âme? C'est ce que je disais avec Matikainen. C'est ça. La Champions Hockey League reprend demain. Est-ce que ça va faire du bien à Bienne ou est-ce que c'est justement le truc qui ça risque peut de pénaliser? Ça peut mais quand tu as des blessés, ils ont beaucoup de blessés. Pas une bonne idée. Je sais pas. Ça peut, parce que si tu vas gagner une grosse victoire avec. Ça peut te relancer. Et puis les gars, après, ils vont boire une bière, ils sont contents. Ou bien alors, ça te met au fond du bac. Ça va aider certains romans par le passé, Exact. Fribourg alors en premier. Là. Exactement. Bon. On va avec Genève, 8e. 13e attaque, 1,88 goals par match. Ouais, j'ai du mal à lire le chiffre là. 12e défense, 3,38. 9e powerplay, 13,33. 7e boxplay, 84,85. Deuxième équipe la plus pénalisée, 111 minutes de pénalité. 11e au face-off. Perdu à Davos 7-2, gagné contre Rapi 4-1. Ça a un peu rassuré. Et perdu hier 2-1 à Zug dans un match où c'était une véritable bouillie. C'était pas beau. J'avais rarement vu autant de turnover en powerplay. C'était les deux équipes. Perte de puck incroyable. Incroyable, c'était pas bon. C'est rare. Alors là, on va aller on va pointer les choses quand même, parce que Vatanen, il est 65e scoreur. Donc c'est-à-dire que le moins bien classé des scoreurs au niveau des étrangers, par exemple à Fribourg, il est 64e. Donc c'est pour vous dire, et moins 1, 0,62. Apala, c'est un bon renfort, il fait son job, 0,60 moins 2. Joris, donc joueur suisse, 0,50, 0. Il est à 0, plus minus. Mais par contre, après, les étrangers. Winnick, 0,38, moins 1. Maninen, 0,38, moins 6. Filppula, 0,38, moins 1. Artikainen, 0,12, moins 7. Donc, il y avait deux équipes, Bienne et Genève, qui étaient vraiment entre 9 et 11 joueurs par moment, au-dessus de 0,50. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Si je vous donne un exemple, Zurich, pardon. L'Amico 1,25, Hollenstein 1,20, Balsers 1, Malgin 1, Froden 0,88, Baltisberger 0,88, Grant 0,88, Lettonen 0,88, Koukan 0,88. C'est l'équipe. C'est quasiment 2/3 de l'équipe qui est au-dessus de 0,5. Ouais, qui est pratiquement un point par match, si on fait la moyenne de ces 9 joueurs-là. Donc là, vous avez de fortes chances de gagner. C'est un sport collectif, mais malgré tout, ces stats-là, et puis avec des plus-minus. Donc là, tant que ça ne sera pas réglé avec le retour de Lindstrom, tant que ça ne sera pas réglé au niveau de l'efficacité, j'ai vu qu'il a changé un peu ses blocs et c'est pas mal. Un gars qui crée du temps, qui fait de l'espace, puis deux joueurs qui jouent des binômes.
Mais voilà, là, il y a des joueurs qui sont vraiment en dessous de leur niveau, en dessous de leur forme. Et pour l'instant, à l'extérieur, c'est que des défaites. Ouais, moi, j'ai marqué que finalement, Genève a encore la gueule de bois. En fait, finalement, c'est comme s'ils avaient continué de fêter le titre et puis tout d'un coup, ils appuient sur le bouton et ça ne marche plus. Et c'est vrai que je pense que maintenant, l'absence de Lennström commence vraiment à se faire sentir parce que bien sûr que c'était pas Tom Ernest, mais ça devait remplacer. Et on l'a dit avant, c'est vrai, un Folmin, il a 20 minutes de temps de jeu. Donc l'année passée, c'est un gars qui en avait 8. Donc en termes de qualité, ça se ressent aussi. Après moi, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est la même chose, Tanner Richard. Le bon Richard Tanner, il manque énormément en ce moment à cette équipe. C'était quand même aussi un gars qui sonnait la révolte. Avec son trash talk qui a amené quelque chose de fort et ça manque en ce moment, ça manque de caractère. Moi, la seule c'est plus un joueur de play-off, non? Ouais, moi, l'année passée, il a été bon. Un peu comme Ruffner. À partir de Noël, il était très bon. Ouais. Parce qu'au début de saison, il était 4e bloc, Tanner, ça c'est vrai. Mais en tout cas, son leadership manque. Moi, je dirais que le seul qui amène ce qu'il doit amener en termes de leadership pour l'instant, c'est Noah Rod. Pouliot. Ouais, exact. Mais voilà, ça suffit pas. Joris qui fait son job. Ouais, mais ça suffit pas pour l'instant. Après, on le redira encore, mais c'est vrai qu'Artikainen revient vite parce qu'on a besoin d'Obélix, comme on dit là-bas. Et puis je pense aussi que le problème aussi avec ce genre de début, parce que finalement, c'est pas bon, mais c'est pas aussi catastrophique que ça. Parler de ça à Lugano en ce moment, ça va être encore pire. Mais moi, s'ils font une semaine à 9 points, ils sont dans les 6. C'est évident. Mais moi, je dirais, ils ont la même chose, pas besoin d'une spirale. Après, ils ont des armes quand même supérieures à d'autres équipes pour éviter une spirale, mais surtout aussi pour leur public. Parce qu'à Genève, si on se met à perdre, ça peut vite être moins garni. Et à l'image un peu de ce qui se passe à Lausanne, quand on a une patinoire moins garnie, il faut pas ça. Donc après, dernière chose, mais comment ça se passe dans le vestiaire? Parce que on sait que Cadio, ça va pas être impatient, et je pense que quand ça va pas, les murs doivent trembler. Et si les murs tremblent avec certaines entre guillemets vedettes comme les Finlandais, comment ils vont réagir? Donc vraiment, ils ont besoin de retrouver de la régularité, des points. Et puis je pense que pour ça, c'est lié clairement au retour de certains blessés. Ça reçoit Cloten mardi. C'est ça. Ça va à Lugano vendredi et ça reçoit Bienne. Là, il faut faire minimum 6 points. Il faut faire minimum 6 points. Donc, rajouter que le 4e bloc a fait de l'excellent travail. Presque comme toujours. Berton, qui avait été mis à l'abri atomique pendant une année, là. il a très très bien joué ces 2 matchs contre Rapperswil et il a fait exactement ce qu'on lui demande. Et qui revient de blessure. Il revient de blessure, il avait été opéré ce printemps. Et Maillard, qui est surnuméraire du coup, qui a un peu la même trajectoire que Bertagia finalement, parce que c'est un joueur qui peut être très créatif, mais est-ce que dans les besoins actuels, on a besoin qu'Adieu va s'en servir, je sais pas, mais en tout cas Bertagia, Joris et puis Berton ont fait le job. Bon, qui vivra verra, comme on dit. Exactement. On passe avec Lausanne. Allez, Lausanne. Donc, il reste encore 2 clubs, Lausanne et Fribourg. Donc tout le monde a parlé des bons résultats. Moi, je vais vous parler du contenu. Pour moi, le contenu, il est meilleur que gagner 6-1 contre Genève ou contre Langnau, parce qu'il n'y avait pas d'adversaire. À Ambry, je vous l'ai dit déjà auparavant, pour moi, c'est le coaching qui a fait la différence. Chez Reda face à Ward, l'équipe sur le papier et sur ce qui a été présenté pendant de nombreuses minutes, il y avait 4-1, tu ne peux pas perdre à Ambry. Ensuite, contre Zurich, très bon match. Ça peut, et Zurich fatigué, ils auraient pu faire la surprise. Le jeune gardien Zumbul a très très bien joué. Et puis à Davos hier, pas un bon match. Tout le monde a dit ouais c'est pas mal. Non, c'était pas un bon match. Les 2 équipes c'était pas un bon match, mais par contre ils gagnent. Et c'est là-dessus où je trouve qu'il y a eu des changements sur les engagements notamment. Le 4e bloc fait de l'excellent travail avec Holdener. Malguin, je suis pas persuadé que ça soit le joueur qui toute la saison va jouer pour l'équipe. Donc Malguin. Pas Malguin. Pas Malguin. Kennins, pardon, excusez-moi. Donc là, il y a d'autres possibilités. Puis il y a des joueurs blessés, mais quand tout le monde va revenir, moi j'aimais plus avant le 4e bloc. Mieux Bozan en tout cas. Ouais, ou sur un 3e bloc, il y a des Pedretti, il y a des joueurs comme ça. Ouais. Mais voilà, maintenant il faut trouver la solution avec ce 2e bloc. Il faut faire attention avec les 2 gardiens. Et puis après, une fois que les résultats vont être là et qu'il y aura une assise mathématique,
un peu de liberté. Allez, laissez-les jouer, créer des choses. Laissez, allez, s'il vous plaît. Ouais. Qu'on se lève 5-6 fois de notre fauteuil. Mais Ward, il aime bien les choses bien carrées. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mais à un moment donné, vous voulez faire revenir du monde à la patinoire. Ben déjà, c'est gagner des matchs, mais aussi du spectacle. Les gens à Lausanne nous ont beaucoup reproché qu'on était dithyrambique sur Genève l'année dernière. Mais moi, j'ai la chance d'être né ailleurs qu'en Suisse et je suis supporter d'aucune équipe. Mais il m'arrivait, en tant que passionné, pourtant à mon âge, de me lever 5-6 fois pendant les matchs, disant non mais attends, mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? C'est incroyable. Et à Lausanne, c'est possible ça. Donc c'est ça qu'on voudrait voir dans le contenu. Et c'est pour ça que je fais un parallèle avec Ben. Ouais, bah, exactement. Moi, j'ai envie de dire, Lausanne, ils ont un bel outil, clairement. Et à commencer par Soumela, c'est un bon exemple, mais pas que. Et moi, j'ai envie de dire, pour moi, le premier faux pas, c'est Ambry. Effectivement, il ne devait pas se prendre les pieds dans le tapis, mais ça prouve encore une fois que Ambry était prêt. Ils savaient qu'ils devaient faire un bon début de saison parce qu'ils n'ont pas une grosse équipe, Ambry. Et là, ils ne doivent pas perdre. Peut-être aussi que la grosse victoire contre Genève, ça a mis une espèce d'euphorie qui était peut-être indépendant de leur volonté. C'est ça, et pas salutaire dans le fond. Après, tu crois un peu que c'est facile et tout. Après, moi, j'ai envie de dire, comme il dit Laurent, je suis d'accord. Pour moi, le meilleur exemple quand il dit qu'il y a des beaux joueurs, il faut laisser jouer. Un Rochette, c'est un gars, tu dois le laisser créatif parce qu'il est vraiment beau à voir. Il a quelque chose à amener. Et faut pas trop le cadrer. Je dis pas que c'est le cas, mais je dis qu'on est en droit d'attendre plus d'un point de vue créativité de Lausanne. Et il ne faudrait pas qu'on tombe justement dans ce genre de travers, une équipe qui devient trop tactique par rapport à son potentiel. Je vais utiliser le terme de Christian, si je peux me permettre. Exact, vas-y. Si je peux me permettre, mais aujourd'hui, pour qu'il y ait une cohérence dans la ligne et dans le volume de jeu, peut-être que ces catchs avec Rochette et Ria, c'est la solution. Et puis mettre Fuchs sur un 3. Bah voilà, la problématique elle est là. En fait, il y a 4 joueurs pour 3 places. Ouais, et puis surtout que si tu mets un comment dire un Fuchs. Non. Ria. C'est catch. Ouais. Tu vas amener une dimension physique dans cette ligne. C'est ça. Ça manque. Il faut absolument une dimension physique dans cette ligne et surtout quand il y a des moments difficiles, quand les pucks sont dans la bande de son côté, lui il va arriver à les sortir ou à la garder et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 saisons. Contre Ambry, il a porté à lui tout seul l'équipe. Mais bien sûr. Et moi, je trouve qu'il a des capacités physiques hors normes et que si on arrive à l'utiliser avec des bons joueurs de hockey et qui créent de l'espace et qu'il a dans les endroits où ça fait mal, ça peut être très très dangereux. Et un Théo Rochette, tourné autour de ses catchs, il va avoir beaucoup plus de temps et il va être très dangereux dans ce qu'il va distiller au niveau de la passe. C'est un bon distributeur. Ou au niveau de la finition. Il est créatif. Mais en plus, si on regarde bien ses catchs, quand il est en confiance, et on oublie, ses catchs, il a commencé à Montréal en NHL, il n'a pas passé le cut et ils avaient des attentes monstrueuses. C'est un type qui a un potentiel fantastique. C'est un taureau, mais il a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, rappelez-vous les breakaways, comme il marquait facilement et tout. Et là, si on le met sur le 3e bloc... J'écoute bien votre analyse technique. Moi, j'ai juste une remarque à faire. Elle est d'ordre plus global. Ça m'a frappé surtout après avoir mené 4-1 contre Ambry et perdu le match 5-4. À Lausanne, on a été à un certain moment tellement bas qu'aujourd'hui, même une défaite, elle se relativise. Et j'ai l'impression qu'à Lausanne, on relativise un peu. La défaite Ambry, on parle relativisé à la fin. Mais on se donne finalement le temps. On n'a plus envie maintenant de commencer à avoir ces discussions stériles, ces critiques qui partent un peu à tout va. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Lausanne se donne le temps, quelles que soient les circonstances, voire même quels que soient les résultats, a envie de rester dans ce nouveau cocon. Ouais, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? De l'ambiance en général, de la politique du sport, de la politique ou des fans? Un peu tout le monde finalement. Ouais, mais aujourd'hui, on est bien dans cette nouvelle situation. Je reviens à ce que je vous ai dit. J'ai lu certains articles sur le match d'hier. Je l'avais beaucoup regardé le match. Quand on parle de goal escompté et finalement que ça joue très très bien, c'est de la poudre aux yeux. Non. Parce que la lecture des expected goals, elle peut être différente. Bah bien sûr, selon qui les a. Exactement. Et moi, je suis pour regarder le match, analyser le match et regarder les statistiques après. Et il y a des journalistes qui préfèrent voir les statistiques et puis ensuite analyser le match.
Et c'est un vrai problème parce que du coup... Ça peut biaiser un peu. Ça biaise complètement. Et lorsque je vais à des matchs et que je vois les journalistes, il y a des journalistes qui regardent très très peu le match. Ils sont plus dans les statistiques. Ils sont dans les graphiques. Dans les graphiques. Mais en plus, Lausanne, c'est un bon exemple. Ils shootent 40% de plus que les autres équipes. Parce que je vous dis quelque chose de différent. Hier, à 3 contre 5, si Davos marque et que Lausanne perd, c'est 0 points dans la semaine, c'est le bordel. C'est de nouveau le bordel. Alors que pour moi, hier, il a manqué quand même de la conviction et des émotions. Et qu'à Ambry, tu dois jamais perdre. C'est vrai. Après, c'est pour ça que je vous parle finalement que Lausanne est content de son sort et que finalement on a un peu de résilience, on est content de ce qui se passe et quel que soit le résultat, on n'a plus envie de retourner dans ce gros bordel qu'il y a eu il y a quelques mois. C'est ça que je veux dire. Lausanne est 4e. Après ce qu'ils ont vécu, mais même si Lausanne avait perdu, même avec 3 défaites cette semaine, ça ne sera plus la crise comme il y a quelques semaines ou quelques mois. Tant mieux. C'est ça que je veux dire. Non mais ça vous avez raison Philippe, mais par contre avec le matos que tu as dans ton sac là, un bel outil. Tu as un bel outil. Ouais, ça va. Donc on n'est pas à 20% du championnat. C'est ça. Voilà. Exactement. Exact. Bon, Fribourg. Deuxième attaque, deuxième défense, powerplay 6e, 11e en box-play, ça c'est pas très bien avec 80,65. 5e au niveau des pénalités. Et j'ai oublié de parler de Lausanne. Lausanne, c'est un vrai problème. Personne n'en parle, mais tu peux pas avoir 40 pénalités mineures en 9 matchs. Ils sont premiers au niveau des pénalités, ils ont 140 minutes. Et contre Fribourg, ça peut se payer mardi. Et puis le deuxième c'est Genève qui est très indiscipliné à 111. Ils ont déjà 30 minutes de plus que le deuxième. Sachant que le dernier, il a 44 minutes, c'est Ajoie. Donc ça, il faut en parler dans le vestiaire. Dire les gars, ça suffit les mauvaises pénalités. L'année dernière, ça a été un vrai problème. Ward a donné des interviews là-dessus, mais là, c'est de nouveau. Et là, tu peux et à Ambry, c'est parti de là. Laurent, justement, moi ça me fait penser typiquement au jeu nord-américain plus physique qui frappe et beaucoup de shoots. Ouais, mais il frappe pas. C'est pas une équipe physique, Lausanne. Non. Mais en fait, c'est souvent les mêmes joueurs qui sont pénalisés. Ouais, mais je suis désolé, là, il faut corriger ça parce que quand tu vas contre les Cadors et que les équipes vont être rodées à mi-championnat avec les powerplay, tu vas le payer. Non, là, je vous coupe un peu parce qu'on est à 1h20 d'émission. Alors, partons du principe que demain, contre Fribourg, Lausanne fera peu de pénalités. Face à ce Fribourg-là, qui est donc bon, voire très bon. Ouais. Voilà, tu as deux équipes qui ont un bon powerplay, donc tu n'as pas intérêt à en donner, quoi qu'il arrive. Vrai. Déjà quand moi je pense qu'ils peuvent gagner la bataille des face-off, ils sont bien meilleurs Lausanne. Après, va falloir arriver à qui va jouer contre Berchi, Delarose, Dido. Ensuite, qui va jouer contre le deuxième bloc? En fait, ça va être les oppositions de ligne. Ils ont le dernier changement, donc ça va être important. Et surtout, il faut qu'ils soient très disciplinés. Donc, l'avantage sur le deuxième bloc à Fribourg pour le moment. Ouais, quand même par rapport à l'expérience et par rapport au début de saison. Puis il est blessé, Glauser derrière. Ouais, on a beaucoup. On ne sait pas, il sera peut-être sur la place, on ne sait pas trop. Justement, c'est le point d'interrogation. Et ce qu'on reprochait souvent à Lausanne l'année dernière, c'était le scoring. Ce homme-là, c'est un 22, Kovacs 1-1-1. Salomaki 1,14, Juice 0,78, Rochette 0,67, Pilote 0,67, Ria 0,57 et C4 0,56. Ils ont 8 joueurs au-dessus de 0,50. D'autre côté, tu as Berchi à 1 point, Sorensen 1, Dominico 1, Borgman 0,78, Delarose 0,67, Marchand 0,67. Très bon début de saison de Marchand. Gunderson 0,67, Wallmark 0,56 et Motet 0,50. Tu as 9 joueurs au-dessus de 0,50. C'est ce qu'on appelle une équipe en confiance. Moi, je retrouve un peu le Gauthieron d'il y a 2 ans. Exactement. Alors, exactement. Justement, ça me fait rire parce que moi, j'ai marqué l'indice, un gars comme Marchand carbure. Et voilà. Quand Marchand, il a des stats comme ça, c'est vraiment que tout s'aligne. Alors, ils font le début de saison idéal. On disait une saison sur 2, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. Après, il y a aussi une question qui va être intéressante. C'est qui c'est qui va aligner au gauche? Je pense que ça sera Hughes. Et comment il va jouer face à Fribourg? C'est ça. Ça va être intéressant aussi. Et l'autre chose, paramètre dont on parlait tout à l'heure, le public. Lausanne a besoin de public demain. Il ne faut pas un mur de gradin vide. Demain, c'est 9. Enfin, il faut qu'il y ait 9000. 9000, il n'y aura pas. Mais déjà 7-8. Non, mais au moins 7-5, quoi. Ouais, je suis désolé. C'est ça, mais 9000, il n'y aura pas. Bah ouais, mais pourquoi? Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Pourquoi? Là, c'est une affiche romande, mardi soir, avec deux équipes de haut classement. 2 équipes de haut classement. Tu veux quoi de mieux?
Et en plus, il y a cet antagonisme entre les deux. C'est ça. Et en plus, on se entre supporters et entre joueurs. Et on se rappelle des séries il y a 2 ans, etc. Cette série, elle était incroyable. Hein. Donc, pour moi, il y a le niveau de Hughes demain, si c'est lui qui joue. Comment il va gérer l'aspect mental, les engagements et la discipline individuelle. C'est-à-dire que du côté de Lausanne, on doit avoir un grand Hughes, on doit gagner les engagements dans la zone défensive et être discipliné individuellement, pas donner de supériorité numérique. Les deux pipis sont efficaces. Et ils ont vraiment une chance de gagner à la maison. Ouais, c'est juste. Si ces 3 paramètres-là ne sont pas respectés, ils ne gagneront pas. Mais je pense que l'avantage aussi, c'est qu'il n'y aura pas besoin de motiver personne. Parce que je pense qu'ils savent tous que c'est un bon match. Je pense que dans l'état actuel de Lausanne, ils ont. Ouais, et puis pas de pression. Voilà, ils ont envie de gagner et tout. Et puis, bon, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que clairement, Fribourg est en totale confiance. Alors, Berti, c'est l'exemple, mais il y a tellement de joueurs en confiance en ce moment. Tellement confiants qu'ils sont très, 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 très patients. Et c'est une des forces de Fribourg. Ouais, mais paradoxalement, moi, demain, j'aimerais voir Lausanne jouer très dur. Parce qu'on sait que Fribourg n'aime pas trop le jeu physique, mais si tu joues trop dur, tu seras puni par les pénalités. Elle est où la limite? C'est là-dessus où ça va être très très complexe. Parce que si tu... Parce que Lausanne sait vraiment jouer dur. Ouais, il y a certains joueurs qui peuvent jouer dur. Et puis, hier, je regardais Almon, j'aimerais pas avec lui dans la bande. Ouais, Almon, même Glauser, il peut jouer un peu dur. Glauser blessé. Ouais. J'espère que ça sera pas trop long parce que c'est quand qu'il va faire une saison complète et qu'on va le voir en équipe nationale et qu'il va exploser parce qu'il a tout. Ouais. Il a tout ce joueur. Avec des demi-saisons, il va en équipe nationale. Mais Frick fait un très bon début de saison. Il a été beaucoup quand même côté du répondant avec les Sorensen, avec les Soutels. Sorensen, ça va, mais Eldener, par exemple, pour Lausanne, il peut jouer. Il peut jouer dur. Mais il y aura sans doute la rentrée d'Yellovac. Bon, après, du côté de Fribourg, il y a Delarose qui peut aussi jouer physique quand il faut, mais c'est pas des gens méchants. Après, il y a Sekatch qui souvent joue dur, mais qui prend des pénalités. Ça, de nouveau, tout ça, c'est lié à la confiance. Mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un bon match. J'espère juste qu'il y aura du public. La clé, la discipline individuelle, les 2 gardiens, les engagements. Et pour moi, Lausanne doit mettre beaucoup de pression sur la défensive en étant discipliné au niveau des pénalités et il a vraiment une chance de gagner. Bon messieurs, ce début de championnat est passionnant et on se réjouit encore une fois de reparler de tout ça lundi dans notre prochaine émission. Mais avant cela, il y aura une nouvelle émission. Ouais, on va conclure avec ça. Je m'explique avec. Ouais, alors c'est un concept, c'est-à-dire que j'apprends un nouveau métier. Donc le cadrage, le son, la lumière. Mettre le trépied droit, tout ça. Exactement, c'est pas encore gagné, mais non, l'idée c'est de rencontrer des personnalités du hockey pendant 45 minutes, un format de 42 minutes avec 45 minutes avec le générique. Qu'on respecte. Et lui, il est obligé. J'ai pas le choix. Mais voilà, et puis surtout rentrer dans vraiment l'inside. Là, le premier invité, c'était Jimmy Homer. Vous verrez ça mercredi, mais il a dit des choses assez touchantes, des choses très marrantes. Il est extrêmement marrant et en fait, je l'ai choisi en premier parce que justement, c'était ma première aussi. Il fallait que je sois détendu et au bout d'1 minute, j'étais extrêmement détendu, trop détendu. Donc non, mais c'était un bon moment, il a passé un bon moment aussi, puis on va varier, il y aura des gens dans la politique, au niveau des clubs, dans la politique sportive, il y aura des gens de la direction sportive, il y aura des entraîneurs, des joueurs, des anciens joueurs, donc ça va être très sympa et c'est tous les mercredis. Donc la première diffusion le mercredi à 18h, première émission donc ce mercredi, je m'explique avec, et ce sera avec Jimmy Homer qui est donc le chef matériel de Genève Servette, de l'équipe de France. Légende Jimmy. La légende Jimmy, exactement. Vous verrez, mais il explique aussi comment il a été courtisé. Donc, à Lugano. Il y a tout à Lugano et à Berne. Donc il y a vraiment des beaux passages et c'était vraiment un super moment. Avec quelques jolies photos, puisque ce sera quelque chose que vous entendrez à la radio, en audio, mais également que vous pourrez voir en vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, ça c'est à partir de mercredi. En attendant, si vous aimez, là pour le moment on bouge pas. On parle beaucoup, mais on ne bouge pas sur la chaîne YouTube concernant le premier blog que vous pouvez retrouver donc le lundi 18h. J'ai une question pour vous. Vous savez à quelle émission on est là? Je crois qu'on est à 80. D'accord, faudra nous dire quand on s'approche de la 100e. J'étais un peu stressé aujourd'hui. Il y a Christian Ponty qui va faire une chanson. Et voilà, ça les emmerde comment. Merci messieurs.
Tous à la patinoire, à la Vaudoise Arena, parce que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. C'est mieux. Et ce sera un beau match de tête de classement, parce que les romans sont bons, donc vive le hockey roman. Excellente fin de journée à tous. Bye bye. Et à tous. Bye. Et à bientôt. Bye bye.